Écoutez, on est ravis de vous accueillir à Paris avec Fatoumata Koné. On a l'immense honneur d'inaugurer ce meeting parisien. Ce soir, on va se donner de la force. Il reste 4 semaines de campagne. Est-ce qu'on est chaud ? Ce soir, on va se donner de la force entre écologistes parisiens, mais on a le plaisir aussi d'accueillir des camarades, des élus nationaux, européens. Merci à eux et elles d'être présents et présentes. Et on va faire un beau meeting. Le titre de ce meeting, c'est « Faisons le pari de l'Europe ». C'est un beau programme, non ? Alors, faire le pari de l'Europe, c'est d'abord une petite histoire commune entre la capitale et la construction européenne. Je vais faire la minute Père Castor, c'est comme ça qu'on m'appelle parmi mon groupe d'amis. Alors, la minute Père Castor, c'est un petit peu d'histoire, parce que l'histoire de la capitale et de la construction européenne, elle se partage et elle débute déjà, vous le savez, un 9 mai 50, avec la déclaration de Schuman au Salon de l'Horloge, qui donnera le premier traité européen quelques années plus tard, enfin un an plus tard, qui s'appellera le traité de Paris. Mais il y a une anecdote que vous connaissez peut-être pas, c'est qu'à Paris et au Parlement européen, c'est en 1989, comment je retiens cette date ? C'est mon année de naissance, comme ça c'est placé. C'est en 1989 qu'on fait élire les premiers écologistes à Paris et au Parlement européen. Et depuis 35 ans, cette histoire commune, elle se poursuit et on défend la même chose, nous, écologistes, à Paris, au Parlement national et au Parlement européen. C'est notre cohérence et c'est notre force. C'est ce qu'on va faire pendant cette campagne. Et de Paris à Bruxelles, moi, je vais citer qu'une mesure pour introduire dans le programme proposé par Marie Toussaint. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse. De Paris à Bruxelles, la force des écologistes, c'est d'être cohérent. Et quant à Paris, on a municipalisé un bien commun qui était l'eau en créant Eau de Paris il y a 20 ans. C'est la même logique qui a amené Marie Toussaint aujourd'hui à proposer de nationaliser avec des fonds européens l'industrie pétrogazière continentale. Et c'est important pour préserver notre avenir et lutter contre cette bombe climatique. Et cette mesure, elle symbolise bien l'enjeu de ces européennes le 9 juin prochain. On va avoir un choix entre le pacte vert et le pacte brun. Et là, je vais être un peu plus grave, parce que pendant longtemps, on a cru que Paris était immunisé par l'extrême droite. On a cru qu'il n'y avait pas de sujet d'extrême droite à Paris. C'est faux, on l'a vu ce samedi, avec les fachos qui ont manifesté à visage découvert. Oui, on peut les huer, je crois. Et de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, on se bat contre les mêmes forces d'extrême droite. Et on va devoir choisir le 9 juin entre le pacte vert et le pacte brun, je le disais à l'instant. Et donc, on a 4 semaines pour aller convaincre tout le monde que l'enjeu de ces européennes, ce n'est pas un pré-round de 2027, mais c'est un choix de civilisation pour le continent, pour la France et pour Paris. On compte sur vous. Merci beaucoup Antoine pour cette introduction, ça donne le ton. Je suis ravie d'être là ce soir parmi vous. On ne voit pas tout le monde, mais on voit que la salle est pleine. On sent beaucoup de chaleur, d'amour, de bienveillance, etc., des ondes positives. Et je pense qu'on en a besoin. On en a besoin pour cette campagne parce qu'on sait que les élections européennes, c'est important pour les écologistes et les écologistes. Pour les écologistes, pardon. Moi, ce que je voulais préciser, c'est que depuis le temps que je milite, depuis le temps que je suis élue, il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'y a pas d'écologie sans écologistes. Ça, c'est important. Il n'y a pas d'écologie sans écologistes. Je l'expérimente moi-même en tant que présidente de groupe au Conseil de Paris tous les jours. Quand on se bat pour moins de béton, plus de verre, d'espace de respiration, d'espace de nature, quand on se bat pour moins de voitures, pour plus de rues aux écoles, pour plus de rues piétonnes, pour notamment les enfants, les familles, quand on se bat au quotidien pour transformer nos territoires. Et vous pouvez le croire, au niveau local, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Strasbourg, à Poitiers ou même à Tours, on a des maires écologistes qui se battent au quotidien pour améliorer tout simplement le quotidien des Françaises et des Français, des citoyennes et des citoyens. On le prouve tous les jours et ça, c'est important de le rappeler. Pas d'écologie sans écologistes au niveau national. Alors je vois, j'ai un super banc ici. On a des élus nationaux qui se battent à l'Assemblée nationale. On a pu voir la proposition de loi qui a été adoptée contre les PFAS. Ça, c'est important. On a pu voir au niveau du Sénat avec Mélanie qui a tenu à bras-le-corps
la constitutionnalisation, je savais que j'allais me faire avoir, de l'IVG. Et puis en fait, du coup, je vois Yannick, je vois Antoinette, je vois Anne. Je crois que Cyrielle doit se joindre à nous également. Chère Cyrielle, chère présidente, on a du boulot et on montre effectivement tous les jours à quel point les écologistes, nous sommes des élus sérieux au travail. Et pas d'écologie sans écologistes, évidemment, au Parlement européen. Et en fait, que ce soit Marie, que ce soit tous les candidates et les candidats, le démontrent pendant cette campagne-là. En fait, évidemment, qui défend les paysannes et les paysans au Parlement européen? Les écologistes. Qui défend la solidarité, la justice sociale et s'est battu contre ce fameux pacte de la loi asile-immigration, de la honte, du repli sur soi, du refermement, c'est bien les écologistes. Et donc, je suis persuadée qu'on est convaincus, en fait, déjà dans la salle. On sait que le 9 juin, effectivement, pour pouvoir défendre une Europe de la solidarité, de la justice sociale, de la paix, du vivant, il faudra voter Marie Toussaint, la liste de Marie Toussaint, pardon. Alors, Antoine en a parlé, mais en fait, ça fait partie de mes combats et j'y tiens. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je veux aborder ce sujet. En fait, moi, vraiment, ça m'a sincèrement fondu le cœur quand j'ai vu cette marche de la honte, de l'indignité des néo-nazis dans nos rues à Paris. Et on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter quand l'extrême droite, sur une élection comme les européennes, est à plus de 30%. On peut s'inquiéter quand on pense à 2027 et que l'extrême droite est donc aux portes du pouvoir dans notre pays. Et que nous, ce qu'on prône, ce qu'on défend, c'est la solidarité, la bienveillance. On prône le vivant. Et donc, Marie Toussaint l'a dit très clairement, et Antoine vient de le reprendre, et moi, je nous invite à le reprendre sur le terrain, en tractage, en porte-à-porte, dans nos soirées. Effectivement, on va un peu embêter nos copains, nos copines. Moi, je le fais déjà avec ma famille, ils ont l'habitude. Mais jusqu'au 9 juin, il faut le marteler. Le 9 juin, il faudra choisir entre le pacte brun du rejet, de la honte, ou le pacte vert du vivant, de l'écologie, de la justice sociale. Je vous remercie. Alors, une campagne électorale, c'est aussi s'adapter à l'actualité. Et j'ai envie de dire la lourde tâche, mais je pense que c'est important également d'en parler ce soir. On a été choqués, moi j'en fais partie, par l'attaque qui a eu lieu cet après-midi d'un fourgon pénitentiaire qui a... deux agents pénitentiaires ont trouvé la mort. 3 autres sont blessés. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que ce sont des agents publics, ce ne sont pas forcément les gens les mieux payés, et ce sont ceux qui nous protègent toutes et tous. Alors évidemment, au nom de la famille écologiste, je voudrais simplement envoyer mon soutien à la famille, ma solidarité à la famille, aux proches et à tous les agents pénitentiaires de France. Et à ce titre, les amis, je vous demande qu'on puisse tenir ensemble, en hommage aux victimes, 1 minute de silence. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les 2 initiateurs de ce meeting. J'ai nommé Béchir Saket et Naïga Steffel. Et avant de leur laisser la parole, j'aimerais aussi qu'on applaudisse toutes les petites mains de l'ombre qui organisent la campagne, ces meetings, les bénévoles, les militants, l'équipe de campagne.
Merci Antoine, merci Fatoumata, bonsoir à toutes et tous, merci d'être si nombreux, si nombreuses. On est très heureux de vous accueillir ici, au Café de la Gare, au théâtre de Coluche et de Guillaume Meurice. Et je m'appelle Béchir Saket, je suis secrétaire régional adjoint d'Europe Écologie et Verts Île-de-France et je suis avec Naïga Stéphel, co-secrétaire régionale Île-de-France, conseillère départementale du Val-de-Marne. Merci à toutes et tous pour votre présence. J'espère qu'on va passer un super bon moment, j'en suis sûre et certaine. Et en attendant, on va vous expliquer un peu le déroulé de ce meeting. Le meeting est organisé autour de 2 parties. Une première partie avec des tables rondes, une deuxième partie avec des interventions individuelles, peut-être 2 éléments d'information. Comme dans tous les meetings écolos, à peu près 153 personnes sont prévues pour intervenir. J'invite donc nos intervenantes et intervenants à tenir le timing. Sinon, nous rentrons chez nous à peu près à 3 h du matin. Et autre information pour éviter d'autres erreurs d'autres meetings précédents, si à un moment vous avez un besoin de bouger cette zone du corps, nous avons une chance formidable ici, c'est que de l'autre côté de la cour, à l'extérieur du théâtre, se trouve une salle de danse. Donc vous sortez discrètement, 5 minutes, petit mouvement de hanche, et ensuite on revient, et on est beaucoup plus à l'aise. Voilà. Merci Béchir pour ces informations. Sans plus attendre, on va commencer par la première table ronde. Donc je vais demander d'accueillir Flora Gebali, Abdoulaye Diarra et David Béliard. Mettez-vous où vous voulez. Merci à tous les 3 de vous être prêtés au jeu ce soir. Donc, je vais vous présenter rapidement, mais avant ça, Flora, je sais que tu viens du Monument de la Shoah. Est-ce que tu peux nous dire un mot, s'il te plaît ? Le mémorial de la Shoah. Vous m'entendez ? Bonsoir à toutes et tous. J'arrive du mémorial de la Shoah qui est à 5 minutes à pied d'ici, qui a été profané cette nuit. Le mur des justes. Vous savez, les justes, c'est des personnes qui ont sauvé des vies, qui ont mis leur vie en danger pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin vous le savez, mais pour sauver d'autres vies. Et il a été profané parce qu'on a mis des mains rouges dessus et on pourrait croire que on parle d'actualité. Malheureusement, les mains rouges, c'est une symbolique qui est assez ancienne puisque ça date d'un autre massacre de juifs au début des années 2000 où des terroristes ont tué des juifs et ont posé fièrement avec leurs mains ensanglantées sur des photos avec un grand sourire. Donc ce qu'on voit aujourd'hui à 5 minutes à pied d'ici, et je suis désolée, on va juste après faire remonter la température et être plus chaud que le climat comme à notre habitude. Je commence à comprendre comment on fonctionne chez les écolos. Mais juste avant, je voulais juste vous dire que voir les noms des justes et à côté des mains ensanglantées, c'est 2 choses atroces. C'est mettre la vie et la mort au même plan, mettre l'histoire et le présent au même plan, mais c'est surtout nous montrer à quel point les lignes sont floues, les lignes sont brouillées, et vraiment à toutes les personnes qui brouillent les lignes, on doit arrêter parce qu'on ne va pas s'en sortir. Et moi, mon engagement politique, j'espère être élue et participer à rendre les lignes claires et servir les bonnes causes, ne jamais utiliser des causes, ne jamais mal faire de la politique, mais sans pour autant oublier les choses aussi importantes que ça, surtout quand c'est à 5 minutes d'ici. Voilà, je ne sais pas si c'était très émouvant Flora. comme moment. C'était très important qu'on puisse dire un mot sur ce sujet. Merci à toi. Donc maintenant, je vais te présenter, Flora. Donc toi, tu es militante hors du parti Europe Écologie des Verts. Tu décides de rejoindre les écologistes sur cette campagne parce que pour toi, il ne peut y avoir de vraie politique ambitieuse sans Europe. Et donc, c'est un peu ce qui te motive. Alors, Flora, pour toi, quel est le lien entre économie et finance, écologie ? Dis-nous ce soir ce que tu penses de tout ça. Ok, alors, vu que maintenant il faut remonter la température, oui. Je vais vous parler d'un engagement en 3 temps très clairs. Le premier temps, c'est d'être militant de climat dans la société, d'accompagner des entreprises, des organisations sur leur transition écologique et de découvrir que quelle que soit leur taille, leur volonté, leur actionnariat, quelle que soit la taille, quelle que soit, sans politique, pas de transition écologique. Premier constat que je fais dans ma vie militante, c'est qu'en fait, on est à l'abri quand on est militant dans la vie culturelle. Il y a beaucoup d'activistes climat qui disent « mais moi, je milite dans la sphère culturelle ». C'est ce que je faisais de manière très confortable pendant des années et je me suis dit
il n'y aura pas de transformation, et je l'ai vu de mes yeux auprès de dizaines d'entreprises et d'organisations. S'il n'y a pas de cap politique, il n'y a pas de transition écologique. Ça, c'est la première chose. Merci. On vous avait dit que ça allait être deuxième chaud que le chose, climat. ouais, la première chose, c'est pas de transition écologique sans politique. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'écologie sans écologistes. Et ça, je l'ai vu à plein d'égards. Je l'ai vu au tout début de ma vie professionnelle. Je vous fais une confidence. J'ai travaillé à l'Élysée juste après la COP 21. J'étais jeune et je me suis dit, c'est génial, avec la COP 21, on est sauvés. Fin du problème. C'est derrière nous, on a réglé ce problème. Et juste après, j'ai accompagné le président de la République en Malaisie pour signer des accords d'huile de palme. Et je me suis dit, ah mince, j'ai commencé à comprendre cet oxymore néfaste qui est la croissance verte, qui a été tout mon engagement depuis 2015, qui est d'essayer de comprendre croissance, verte, croissance. Et puis après, j'ai oublié croissance et je suis allée dans verte. Donc j'ai mis du temps. On est nombreux à faire ce chemin-là, mais maintenant j'y suis. Donc le deuxième constat, c'est pas d'écologie sans écologistes. Donc voilà pourquoi je suis là. Bravo Flora pour ce chemin. Le troisième constat, et je terminerai là-dessus, c'est pas de politique, pas d'écologie sans Europe. On a le premier marché économique du monde et l'écologie est un problème économique. On a le premier marché économique du monde et il va falloir faire des choses assez simples comme arrêter d'importer des produits qui coûtent plus cher à réparer qu'à racheter. Aujourd'hui, vous allez chez le cordonnier, c'est 20 € pour faire réparer la braguette de votre jean. Vous allez sur Chine, c'est 7 € pour acheter un nouveau jean. Comment on explique aux gens qu'il faut être décroissant? C'est impossible. Donc à un moment, il faut aller à Bruxelles, il faut prendre la mesure de notre marché économique. Et si j'ai le mandat pour le faire, vous pouvez compter sur toute mon énergie pour faire ça pendant les 5 années qui viennent. Merci à toi Flora, veuillez l'applaudir. Merci beaucoup Flora. Ok, eh bien on est avec David. Salut David Béliard. Salut Naïga. David On a préparé Béliard, ça tout l'après-midi. 2 heures. Ouais, à peu près 2 heures. David Béliard, adjoint au maire à la mairie de Paris, pour ceux qui ne le connaissent pas, en charge à la maire, en charge de la transformation de l'espace public et des transports. David, de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui? Excellente question Naïga, merci de me l'avoir posée. Bon, alors, on a commencé effectivement avec des sujets graves. Je vais essayer en tout cas d'introduire un sujet qui est sérieux, mais un peu moins grave, peut-être un peu plus léger, parce que je voudrais vous parler d'un truc très pratico-pratique qu'on voit à Paris, et c'est le vélo. Voilà, moi je suis un peu maintenant... Merci. Enfin, merci pour eux. Je vais vous dire, c'est juste après qu'il faut applaudir, parce qu'il s'est passé un truc dont on a un peu parlé, mais peut-être pas assez pour voir un peu la question des transformations et notamment la transformation des comportements. Ce qui est en train de se passer à Paris et ce qui se passe depuis quelques semaines, c'est qu'il y a plus de vélos en ville, dans la capitale, que de voitures. Et ça a l'air très simple. Ça a l'air très simple, mais il y a 10 ans, lorsque nous racontions ça, dans les campagnes électorales, tout le monde nous prenait pour des débiles profonds. Aujourd'hui, nous avons réussi cette transformation des mobilités et nous sommes en train de la réussir puisque, effectivement, les Parisiens et les Parisiennes utilisent plus souvent leur vélo que leur voiture pour se déplacer. Alors pourquoi on a réussi à faire ça? D'abord parce qu'on a été clair politiquement, et je suis d'accord avec toi, il faut un cap politique. Parce que si nous n'avons pas de cap politique, si nous ne faisons plus de politique, nous n'arriverons pas à transformer la société. La deuxième chose, c'est qu'on y a mis des moyens. 250 millions d'euros quand même. Et puis, on y a mis aussi un petit peu de talent. Et je dirais même qu'on y a mis aussi quelques écologistes dans le truc. Je ne parle pas que pour moi, mais on a quand même beaucoup de gens et beaucoup d'élus qui sont mobilisés sur cette transformation des mobilités. Et moi, ce que je vois, c'est que ce soit à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg ou à Bordeaux, par exemple, lorsqu'il y a effectivement des élus écologistes qui sont aux manettes, ça fonctionne. Alors pourquoi je voulais vous parler du vélo? Pour vous parler d'Europe, parce que la transition n'est pas encore complètement là. D'abord parce que je pense que le vélo, c'est pas réservé uniquement à des bobos parisiens. Parce que je pense que le vélo, il doit s'adresser, et il peut s'adresser surtout à tout le monde. Et qu'on n'est pas assigné, condamné à l'automobile et à faire des pleins à 150 balles à chaque fois qu'on passe à la station essence, parce qu'on habiterait loin des grandes métropoles, parce qu'on habiterait à la campagne. Il y a
des solutions. Et c'est là qu'il y a un besoin d'Europe, et un besoin d'Europe fondamental. Parce que si les gens aujourd'hui, ils doivent utiliser leur voiture, c'est parce qu'il y a eu un choix politique. Et ce choix politique, il s'est traduit par un chiffre. C'est qu'on a investi beaucoup plus d'argent dans les autoroutes et dans la voiture que dans le rail, le ferré et encore moins sur le vélo. C'est un rapport de 1 à 1,5, c'est-à-dire que chaque fois qu'on mettait 1 euro pour le ferré, on a mis 1,5 euro pour la voiture. Donc ça, c'est un choix politique. Et ce choix politique, nous pouvons le changer. Et nous pouvons, si nous avons pu le faire à Paris, si nous pouvons le faire dans les grandes métropoles où nous avons les manettes, eh bien, nous pouvons le faire au niveau européen parce qu'il nous faut un cap, il nous faut des moyens et il nous faut, le 9 juin, des écologistes au Parlement européen. Merci David. Et pour rester dans la thématique de Paris à l'Europe, je vous présente Abdoulaye Diarra, donc colistier sur la liste de Marie Toussaint, très engagé notamment pour la représentation des quartiers populaires aussi. Et je sais qu'on peut compter sur toi si tu es élu pour représenter les quartiers populaires et les futures générations au Parlement. Ce soir, Abdoulaye, pour aller dans la continuité de ce que vient de nous dire David, toi, tu vas nous parler de comment on peut transformer les transports au sein de l'Union européenne. On t'écoute. Merci pour l'introduction. Bon, on a eu une première intervention plutôt difficile, une deuxième un peu plus joyeuse, donc je vais essayer de faire un milieu. On va voir. Mais en fait, quand on parle des questions de mobilité, c'est quelque chose de central au niveau européen. Il suffit de regarder à l'échelon français. Aujourd'hui, plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre, tout simplement, c'est lié à la question de la mobilité des transports. Aujourd'hui, en fait, le secteur des transports est en France le premier émetteur de gaz à effet de serre. Au niveau européen, c'est le seul secteur qui, depuis les 3 dernières décennies, est en continuelle augmentation. Donc on a besoin tout simplement de se reposer la question, quelle est notre mobilité? Mais une fois qu'on a dit ces chiffres qui peuvent sembler un peu lointains, un peu impersonnels, en fait, quand on parle de la question de la mobilité, on parle du concret des gens. On parle des questions de santé. Et par exemple, à Paris, en Île-de-France, on le sait très bien. Il y a aujourd'hui 1 décès sur 8 qui est lié à la pollution de l'air. Et on ne va pas se mentir, on le voit tous les jours à Paris, on le voit tous les jours en Île-de-France. Ce sont les personnes les plus précaires, les plus fragiles, qui sont directement victimes de cet effet. Mais quand on parle de mobilité, on parle aussi des galères du quotidien des gens. On le sait, et vous avez dû venir jusqu'ici, probablement en bus, probablement en transport en commun, en métro ou en RER, et on voit les difficultés que rencontrent les citoyens, tout simplement, pour pouvoir avoir accès à des biens essentiels, pour pouvoir travailler. Quand on est obligé de devoir prendre un transport en commun, parfois, voire trop souvent inconfortable pendant plus d'1 heure pour pouvoir avoir accès à un service public, c'est quelque chose de très concret et de palpable. Et aujourd'hui, l'Europe, elle a une responsabilité là-dedans. Parce qu'elle a une capacité à agir et pouvoir justement essayer de relancer aujourd'hui la construction de nos villes, repenser notre mobilité et les moyens d'agir. Et nous, en tant qu'écologistes, c'est quelque chose de fondamental dans notre façon de voir le monde et d'agir. Et une fois que je vous ai dit ça, je dois être honnête avec vous. On a pas mal d'adversaires sur cette question, particulièrement au niveau européen, parce que face à nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a celles et ceux qui nous disent que l'urgence climatique, c'est une réalité, mais qu'il ne faut rien changer. Parce qu'après tout, la voiture électrique, l'avion vert vont nous sauver. Après tout, faisons la même chose qu'avant. Ne regardons pas les chiffres, ne regardons pas les faits. Et puis, on a une deuxième catégorie qui est moins offensive, mais plus pernicieuse, qui consiste à dire qu'il faut agir, ils agissent, mais en réalité, quand on regarde loin des discours, les faits, ils font l'inverse. Hier, typiquement, je suis parti en Isère pour parler de la question du Lyon-Turin. Un projet que Attal décrit comme étant fondamentalement écologiste. Et je pense qu'il est essentiel qu'on ait une réponse par rapport à ça. Et nous, en tant qu'écologistes, ce qu'on a envie de dire à Gabriel Attal, c'est que non, le Lyon-Turin, ce n'est pas quelque chose d'écologiste. Non, pour le coup, le Lyon-Turin, c'est une bataille historique des écologistes pour dire non à ce projet. Pour dire non à la destruction, non à la destruction de terres agricoles, non à la destruction d'eau, non tout simplement à un projet qui n'a d'écologiste que le nom. Et pour le coup, ce n'est pas juste nous qui le disons. C'est la Cour des comptes qui explique que ce projet ne peut pas être rentable et ne peut pas fonctionner. C'est la science qui nous explique que le projet du Lyon-Turin, il faudrait attendre 25 ans dans toutes les optiques les plus optimistes pour que ce projet commence à être rentable environnementalement parlant par rapport aux dégâts qu'il crée dans son processus. Donc oui, en tant qu'écologiste,
quand on agit, quand on parle, bah nous, ce n'est pas juste des mots, c'est des faits. C'est la bataille qu'on a eue à Paris, c'est les batailles qu'on a dans les métropoles. Mais ce n'est pas juste ça, c'est des batailles quotidiennes qu'on a partout. Parce qu'effectivement, une des constances des écologistes, c'est qu'on est hargneux. Et donc, qu'on soit dans une majorité, qu'on soit dans l'opposition, bah, la règle fondamentale, c'est qu'on ne lâche rien et que pour le coup, sur les questions de transport du quotidien, sur la bataille très concrète pour faire en sorte que les habitants vivent mieux, puissent vivre dans de bonnes conditions, bah, on ne lâche rien partout en France, dans les grandes villes, dans les zones rurales. Et pour le coup, au niveau européen, on l'a vu. Et je tiens quand même à rappeler la bataille de Karima Delli, présidente de la commission transport, qui, face au lobby, face au discours qui disait que finalement la voiture était la norme, qu'il n'y avait pas d'autre choix, qui, face au discours qui nous disent que systématiquement on va changer mais qu'il n'est pas l'heure du changement, qu'on a besoin de gagner du temps pour continuer à faire comme avant, qu'effectivement on va trouver la solution magique. Bah, Karima Delli, elle s'est engagée. Elle s'est battue pour justement imposer à l'Europe de pouvoir avancer, de mettre des financements en place pour justement permettre aux collectivités territoriales d'avancer. Et la meilleure illustration, alors on a parlé de Paris, donc je dois changer, mais c'est typiquement la question lyonnaise, où grâce aux fonds européens, bah, c'est des flottes de vélos qui sont mises gratuitement à disposition de jeunes pour leur permettre tout simplement de leur montrer qu'une autre mobilité est possible. Donc effectivement, changer l'Europe, c'est fondamental. Et surtout, ce qu'on a envie de dire aux gens, c'est qu'en fait, on n'a pas le temps. En fait, on ne peut pas attendre. En fait, sans écologie, il n'y a pas d'écologie. Sans Europe, on ne peut pas faire face aux transitions. Et surtout, l'urgence climatique, elle est dès maintenant. Et surtout, on la sent très concrètement en France. Dans les Pyrénées-Orientales, pour vous montrer un peu la dichotomie de ce monde, bah, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir garantir l'accès à l'eau potable de l'ensemble des citoyens. Donc, on va détourner l'eau du Rhône pour pouvoir garantir l'accès à l'eau, mais qu'en même temps, ce qui est considéré comme étant d'intérêt général, c'est le fait d'ouvrir un terrain de golf. Parce que c'est bien connu. Le golf, c'est prioritaire par rapport à la santé, par rapport à l'accès à l'eau. Donc ce qu'on dit, c'est qu'au niveau européen, sur la question de la mobilité comme le reste, ben on s'engage. Et pour le coup, un député écologiste, ça compte. Et ça change des choses très concrètement dans la vie des gens. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci à tous les trois, vraiment. Merci de votre présence. Merci pour vos discours très riches. On va accueillir sans plus tarder la deuxième table ronde animée par Béchir Saket. Je te laisse présenter ta table. Merci. Alors, on vient de parler des transports, on vient de parler du changement de modèle économique. Et forcément, l'écologie, c'est cette vision sur l'économie, sur nos modalités de mobilisation quotidienne. Et c'est aussi la question d'une conception différente dans la société. Et on parle souvent, d'ailleurs, généralement, les programmes des écologistes pour la présidentielle ou avant la présidentielle, c'est le programme pour le vivant, pour les vivants. Et c'est le sujet, la thématique de la prochaine table ronde. Les vivants, l'écologie des biodiversités. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'accueillir Chloé Sagaspe, conseillère de Paris, Cédric Villani, médaillé Fields, mathématicien, ancien député, et Aminata Niakate, conseillère de Paris, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts au niveau national. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Il faut que tu... En plus, on s'est invité, on est un peu chez nous ici, d'une certaine manière. Je suis très heureux qu'on ait cet échange. Et surtout, on trouvait très intéressant d'avoir cette table ronde où on lit et les questions de conditions animales, et les questions de biodiversité, et les questions de droits humains. Donc, peut-être qu'on va commencer par toi, Chloé. Chloé, on t'a vu ces derniers mois au sommet d'un arbre avec Thomas Braille, à l'autre bout du Conseil de Paris, en train de batailler sur la question de la défense aussi des arbres du bois de Vincennes et dans d'autres circonstances. Et donc, je voulais te demander, peut-être pour commencer, pour toi, cette question, les vivants, les biodiversités, qu'est-ce que ça veut dire en lien avec cette question européenne ? C'est pas possible. On m'empêche de parler. Bref, censure. Déjà, merci, je suis ravie d'être là dans le centre. Ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est là que j'ai commencé mon engagement politique. Et oui, comme toi, cher Antoine, je suis née en 1989. Donc, malgré mon
jeune âge, hein, puisque chez les écolos, 34 ans, c'est déjà vieux, j'ai commencé à militer ici à plus de 10 ans dans le centre. Et donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'estime en tout cas que quand on est élu, on n'est pas seulement élu, on est aussi activiste. En tout cas, moi, je me considère comme une activiste du climat et je continue à me battre de la rue aux institutions pour préserver le vivant et la biodiversité. Donc, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, et puis je pense que je suis plutôt face à un public assez érudit, enfin, j'espère en tout cas dans la salle, mais vous le savez. Voilà, bien sûr, bien sûr. Donc, je vais vous donner des chiffres que vous connaissez déjà et je ne vais pas vous assommer parce que là n'est pas le but. On est là pour parler de solutions. Mais aujourd'hui, on parle plus simplement d'érosion de la biodiversité. On parle de 6e extinction de masse du vivant. Alors, on va nous dire, ça y est, les écologistes ont encore un discours catastrophiste. Mais écoutez, ce n'est pas nous, les ayatollahs de l'écologie, comme nos détracteurs aiment à nous qualifier, qui le disent. C'est le CNRS, c'est les scientifiques, je me tourne vers toi, cher Cédric, qui le disent. Aujourd'hui, malheureusement, plus d'1 million d'espèces sont menacées d'extinction dans le monde. Plus de 20 millions d'espèces d'oiseaux disparaissent chaque année. Et au niveau européen, c'est près de 80% des espaces naturels qui sont déjà dégradés et qui sont en très mauvais état. Donc face à quoi on fait ça? On peut avoir un discours défaitiste, catastrophiste et se dire bon bah tout est foutu, on arrête. Et en fait non, nous les écologistes, on milite pourquoi? On milite pour reconnaître des droits à la nature. Alors là, vous allez me dire encore, c'est quoi ce concept fumeux, les droits à la nature, etc. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas grand-mère feuillage de Pocahontas, genre on va reconnaître les oiseaux, les pierres et les feuilles ont un esprit et un cœur. C'est pas du tout ça, c'est un concept juridique très important, c'est se servir du droit pour dire qu'aujourd'hui, en fait, tout simplement, on doit reconnaître la nature, non pas comme un objet au sens juridique du terme, mais comme un sujet au sens juridique à part entière. Et ça a été fait, pas seulement au niveau européen, et j'y reviendrai par Marie Toussaint, mais ça a été fait au niveau un peu partout dans l'Europe. Notamment, je pense par exemple à l'Équateur qui a mis en place dans sa constitution et qui a reconnu la nature comme un sujet de droit. Et donc, on se bat un peu partout, même d'ailleurs aux États-Unis, on pourrait croire, on a reconnu la personnalité juridique à un fleuve. Et d'ailleurs, c'est ce que nous portons à Paris écologiste. On souhaiterait reconnaître la personnalité juridique à la Seine. Tout ça pour octroyer des droits à la nature et qu'on puisse arrêter d'exploiter la nature, puisque nous sommes dans une logique, alors ça peut encore paraître New Age de dire ça, mais c'est important de le dire, il faut sortir des logiques de surexploitation de la nature, de marchandisation du vivant, pour aller vers des logiques de pacification avec la terre. Et c'est ce que nous, écologistes, nous portons. Et je ne vais pas être trop longue, parce que je pourrais revenir sur pas mal de choses et parler de la 69, qui est un combat qui me tient particulièrement à cœur et qui est véritablement un crime d'écocide sous nos yeux. Il faut le dire quand même. Quand certains, comme la droite et le macronisme, eux, soutiennent ce projet qui est quand même dénoncé par 1500 scientifiques, en dépit de la raison, en dépit de la science. Carole Delga, pour ne pas la citer, avec qui Raphaël Glucksmann s'affiche en meeting politique. Nous, écologistes, on est du bon côté de l'histoire et on défend les défenseurs de la nature. Et on est ravis qu'aujourd'hui, il y ait des milliers de voix qui s'élèvent autour de nous et qu'il n'y ait pas que les écologistes, comme le disait David, qui portent ces sujets, parce qu'on nous prenait pour des fous il y a des années. Et maintenant, il y a des scientifiques, il y a des syndicalistes, il y a des milliers de personnes qui s'élèvent aujourd'hui pour défendre la nature. Et donc, un dernier mot, si tu me permets, Béchir. Donc, le 9 juin, j'ai un peu dépassé mon temps, désolé. Le 9 juin prochain, il faut voter Marie Toussaint, tout simplement pas parce qu'on veut une écologie de conviction, pas une écologie de paillettes, et tout simplement parce qu'en fait, il faut donner une voix à celle qui n'en a pas, la planète. J'ai pas dit... Merci à toi, Chloé, pour ce témoignage et en même temps cette vision vraiment sur cette question des droits de la nature. Forcément, je me tourne vers toi, Cédric. Cédric, donc tu as été député de l'Essonne, tu es mathématicien, scientifique, médaillé Fields. Je pense que je pourrais lister le CV de manière interminable. Mais surtout, tu portes une voix assez singulière dans le monde écolo depuis quelques années maintenant. Et moi, je tenais à te remercier. Fondamentalement, premièrement déjà en tant que militant écolo, d'avoir rejoint la liste de Marie Toussaint en tant que candidat en queue de liste pour les européennes. Et puis évidemment te remercier d'être là ce soir et peut-être de venir en complément
de ce que vient de dire Chloé sur les droits de la nature pour peut-être parler plus globalement de la condition animale, de la biodiversité. Voilà. Merci Béchir. Et d'abord, combien je suis heureux de parler juste après Chloé. On a été ensemble sur le combat à la 69. On se souvient bien du jour où Thomas a été descendu de force de l'évacuation. On est monté dans le même arbre. Et... Ah oui. Et puis, renvoyer le remerciement aussi. Merci à la famille écologiste pour l'accueil chaleureux qui m'a été donné dès 2020, quand j'ai compris l'ampleur de la grande mascarade que c'était que l'écologie dans la famille macroniste. Je croyais, quand je suis entré en politique, je me suis dit, le problème en politique, c'est un défaut d'information. Ils n'ont pas les bonnes informations scientifiques, les bons rapports. Quand ils seront bien informés, auront l'évidence sous les yeux, ça avancera. Comme je me trompais. Et quand j'ai défendu en 2020 ma loi sur la condition animale, la plus ambitieuse jamais présentée, évidemment, elle a été balayée par le vote. Eh bien, j'ai bien vu, à la fin des fins, les seuls qui votent, même quand tout le monde est bien informé, les seuls qui votent là-dessus pour le changement de modèle, de système, sont ceux qui ont les partis, qui ont les convictions écologistes bien ancrées. On parlait de l'extinction, on a donné quelques statistiques. Moi, je vais vous en donner une, peut-être l'une des plus déprimantes que je connaisse. Vous prenez, alors il y a plusieurs façons d'aborder la biodiversité et le vivant. On peut le voir de façon utilitaire en se disant, par exemple, il y a un tel pool de gènes partout, de solutions dans le vivant pour nouveaux médicaments ou autres, ou du biomimétisme. On peut le voir de façon poétique en voyant que tous ces animaux variés qui habitent notre planète, ça fait rêver nos ancêtres depuis des dizaines de milliers d'années, et encore nos enfants dans les dessins animés, dans les histoires. Et puis on peut le voir de façon empathique, en se disant, en comprenant à quel point beaucoup de ces animaux, ils sont sentients, ils sont conscients, ils ont des émotions. Alors, statistique la plus déprimante, l'une des plus déprimantes que je connais, c'est on regarde les vertébrés terrestres, on prend toute la biodiversité sauvage, les éléphants, les pandas, les bisons, les panthères des neiges, tout ça. Et on regarde ça par rapport à l'ensemble des vertébrés terrestres. Ça représente 4% en masse. 4%. Les 96% qui restent, c'est quoi? C'est les humains, c'est nos animaux domestiques, et le gros, ce sont nos animaux d'élevage, et en particulier nos poulets. Vous ne le savez peut-être pas, on ne vous l'a peut-être pas dit, mais nous vivons sur une planète de poulets. Et l'expression n'est même pas de moi, j'ai trouvé telle quelle dans le dernier rapport du très sérieux Club de Rome. Alors, ça sera un petit clin d'œil au grand Romain Bouteille qui, ici, il y a 40 ans, faisait tordre de rire les spectateurs avec son spectacle « Conscience nationale du faisan d'élevage ». Mais c'est pas drôle l'élevage aujourd'hui. Les 25 milliards de poulets, quelque chose comme ça qu'il y a sur la Terre, dont la plus grande partie se retrouve dans des fermes-usines, c'est quoi leur vie? Toute leur vie dans le béton, sous les néons, gavés, crevant d'ennui, obèses au point que leurs pattes se tordent sous leur poids, sans jamais rien voir de la lumière du jour, entassés à 22 poulets du mètre carré. Essayez de vous les représenter, les 22 poulets du mètre carré. À la fin, une fois qu'après 6 semaines de cette existence misérable dans une atmosphère terrible, ils sont sacrifiés, c'est pour produire quoi? Des montagnes de nuggets et de maladies cardiovasculaires d'une part, du bon argent pour les multinationales qui sont derrière d'autre part, et quelques miettes pour les pauvres travailleurs humains qui sont là-dedans, dans ces fermes-usines, faisant un travail humiliant et payer des clopinettes. Voilà ce qui arrive quand on laisse la technique et le profit gouverner sans éthique. Alors, quand on regarde l'effondrement, et Chloé a bien raison, c'est pas des écolos aux longs cheveux qui sont là en train de dire voilà, attention, attention, c'est les scientifiques du GIEC, de l'IPBES, les laboratoires d'idées de l'IDRI, les rapports de l'OPEX, le Muséum d'histoire naturelle, tout ce que vous voulez pour vous dresser ce grand constat d'effondrement terrible. Effondrement des poissons, du plancton, des insectes, de la faune sauvage, tout ce que vous voulez. Les causes sont connues, ça c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les remèdes sont connus. Est-ce que pour autant on applique les solutions? Non, c'est à mourir de rire. Hein, mourir, ouais. Et qui
se bat pour ça. Les ONG, il y en a plein qui font un super boulot. Les militants, il y en a plein qui font un super boulot. Mais sans les partis politiques pour défendre ça, pour voter les budgets dans les institutions, ça n'avancera pas. Et sans l'Europe, l'échelon le plus important sur la cause animale, suffit de lire le petit ouvrage de Pascal Durand et Christophe Marie, L'Europe des animaux pour s'en convaincre, ça n'avancera pas. Et qui, au Parlement européen, porte la cause animale? Regardez les statistiques, regardez les classements établis par les ONG indépendantes. Numéro 1 au Parlement européen, parmi les eurodéputés français sur ces sujets, Caroline Rouse. Et c'est pas qu'elle numéro 1. 8 des 10 premiers au classement, ce sont des eurodéputés verts. On peut parler de programme, et le programme sur ce sujet est de loin le plus complet, celui qui est défendu par Marie Toussaint et sa liste. Mais on peut regarder juste les faits, ce n'est pas juste des promesses. La preuve des votes effectués pendant la dernière mandature, évalués, constatés de façon indépendante, et bien là, ceux qui font avancer la cause animale au Parlement européen, ceux et celles qui la font avancer, ce sont les eurodéputés écologistes. Merci beaucoup Cédric. Donc, droit de la nature, droit des animaux, conditions animales, et forcément, droit humain. Alors, certains pourront trouver ça absurde de mettre les trois sur le même plan, mais comme je vous le disais, les vivants, les biodiversités, c'est un peu aussi la thématique qu'on essaye de défendre, cette continuité dans la réflexion politique. Aminata Niakaté, tu es avocate, membre du Conseil économique et social, porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts et conseillère de Paris. Ça fait une longue liste. Mais j'aime bien parce que vous avez tous des CV très longs d'ailleurs, ça prend un temps fou de présentation dans les tables rondes. La prochaine fois, on prendra des intervenants avec des CV un peu moins épais pour gagner un peu plus de temps. Et donc, Aminata, forcément, la continuité, c'est que face à cette aberration écologique, face à cette aberration sociale, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français pour réinstaurer, défendre les droits humains? Alors moi, je suis venue à l'écologie il y a une quinzaine d'années, d'abord sur les questions d'inégalité. Malbouffe au nord. Au début, je pensais que les écolos, c'était un peu des rigolos qui voulaient mettre des ronds-points, des fleurs autour des ronds-points. Et en réalité, quand je décide de m'engager, je regarde vraiment, je fais un benchmarking de l'offre à gauche et je réalise qu'en vrai, les gens qui ont des solutions pour les gens qui viennent de quartiers populaires, qui mangent mal, qui vivent à côté des usines, à côté des axes routiers, en fait, les seuls qui ont des solutions concrètes pour leur changer le quotidien, ce sont les écologistes. Et c'est comme ça que je rejoins Europe Écologie Les Verts. En réalité, je rejoins Europe Écologie, qui est absorbée par Europe Écologie, par les Verts, et qui devient Europe Écologie Les Verts. Et je me suis toujours intéressée aux questions d'inégalité, notamment sur mon territoire d'origine, où confrontée à de grands épisodes de sécheresse et où les femmes ont la responsabilité de l'agriculture, d'aller chercher de l'eau, ou quand il y a une catastrophe naturelle, ce sont les premières, elles restent s'occuper des enfants, donc c'est les premières à mourir, etc. Et ça a nourri un travail que j'ai porté au Conseil économique, social et environnemental sur les inégalités de genre, qui met en évidence quelque chose sur lequel les écologistes étaient en avance, et ça a notamment été porté par Sandrine Rousseau, c'est la question de l'écoféminisme. En fait, il y a un lien indéniable. Il y a un lien indéniable entre les dégradations de l'environnement, de la biodiversité, du climat et le sort et la vie et le quotidien terrible des femmes qui sont les premières à payer un lourd tribut sur ces questions. Et au Parlement européen, il y a plein de résolutions sur ce sujet. Il me semble qu'au Parlement européen, en tout cas, que les parlementaires ont des missions de contrôle vis-à-vis de la Commission européenne, qui a aussi pris des engagements, qui fait de belles déclarations au niveau international sur ces questions-là, mais il ne se passe rien. Et donc moi, je pense qu'il faut envoyer un maximum d'écologistes pour tordre le bras à la Commission,
qui fait de belles déclarations, mais qui ne fait rien, absolument rien sur ce sujet. J'avais aussi envie d'aborder d'autres sujets. Dans mon engagement militant, je traite beaucoup de la question de la peine de mort. Et en Iran, vous connaissez tous la situation en Iran, femmes, vie, liberté, la mort de Mahsa Amini, et puis des condamnations à mort à foison, et Toumaj Sali, qui est un peu le coup de chaîne de mon époque, ou le Joule pour les plus jeunes, vient d'être condamné à mort. Et il y a eu des dizaines, des centaines de condamnations à mort, ça a doublé en un an. Et un certain nombre de parlementaires et des parlementaires européens ont fait une chose que j'ai trouvée absolument magnifique. Ils ont parrainé des condamnés à mort. Et l'immense majorité de ces condamnés à mort sont encore en vie. Et le processus a été retardé grâce à ça. Et j'aimerais vraiment saluer tous ces parlementaires, sénateurs, députés et députés européens qui ont parrainé des condamnés à mort et qui leur ont sauvé la vie parce qu'ils sont encore en vie, et c'est grâce à vous. Et le dernier sujet que je voulais évoquer, alors je ne l'ai plus en tête. Ah oui, c'est voilà. Il y a un truc qui me ferait vraiment hyper plaisir, c'est que au Parlement européen, vous avez le pouvoir de contrôler. Alors vous élisez le président de la Commission européenne, et puis vous auditionnez tous les commissaires européens. Et d'ailleurs, vous avez fait un truc superbe, c'est quand le commissaire hongrois a annoncé couper les vivres à Gaza, c'était un tiers quand même de leur budget. Vous avez fait une tribune, je crois que c'était emmené par Mounir Satouri, et la Commission a rétropédalé dans la foulée. Et vous avez aussi la possibilité, j'ai découvert, si vous réunissez 2/3 des voix, de faire des motions de censure pour faire tomber le président de la Commission européenne. Et voilà, mon rêve, ce serait que qu'on soit très nombreux pour faire tomber Ursula von der Leyen. Voilà, et donc il faut plein d'écologistes au Parlement européen, voilà, pour avoir un Parlement européen qui respecte les droits des femmes, les droits de la nature et les droits humains, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi, Aminata. On peut les applaudir très fort. Merci à vous, à tous les trois. Naïga, je t'en prie, tu peux me rejoindre. Merci. On retient 2 choses. Le rapport d'Aminata Niakaté du CESE sur la question de l'écoféminisme. Et je rajoute un petit point ultra important, c'est que Chloé a été membre titulaire d'une mission d'information à Paris, sur Paris à 50 degrés. Mission d'information qui a été présidée par Alexandre Florentin, auquel le groupe écologiste à Paris a beaucoup participé, qui énumère beaucoup de propositions. Et cette mission, elle a permis un rapport que vous pouvez lire. Donc 2 rapports à lire, celui d'Aminata, porté par Aminata au Conseil économique et social, et celui et des élus écolos, surtout de Paris. Et donc voilà, merci à vous, toutes et tous. Petit moment pub, Romain Ola, vous le connaissez, c'est le directeur de la mobilisation dans le cadre de cette campagne. Et on peut le saluer très fort, on peut applaudir. On fait du bruit pour Romain Ola. C'est le moment mobilisation. Romain, tu as 3 minutes. Le moment, je serai même plus court, mais on l'a dit, ça a été dit plusieurs fois, pas d'écologistes sans écologistes, et pas d'écologistes au Parlement européen sans vous. Ça a été évoqué, et en 2019, Yannick Jadot, ici présent, fait 20% quasiment des voix en Île-de-France, 5% à Paris. Donc on a la nécessité, ensemble, d'aller chercher un maximum d'électeurs et d'électrices. Pour faire aussi bien, voire même mieux, tous ensemble, qu'en 2019, il faut qu'on aille convaincre 40 électeurs et électrices par bureau de vote. Est-ce qu'on le fait ensemble? Est-ce qu'on le fait ensemble? Et donc pour ça, ce soir, là on est plusieurs, 150, plus de 200 présents ce soir. Si tous les jours, on se mobilise, il y a des groupes qui ont des actions tous les jours, dans tous les arrondissements, partout, dans les départements d'Île-de-France, il faut qu'on y aille toutes et tous ensemble. Si vous ne savez pas encore où vous mobiliser, si vous avez besoin de rejoindre un groupe pour vous mobiliser, venez nous voir, venez me voir à la fin du meeting pour pouvoir passer à l'action. La majorité des électeurs et des électrices se décident dans les derniers jours, dans les
15 derniers jours, voire même dans les derniers jours. Donc, quoi que disent les sondages, on l'a vu aussi en 2019, c'est maintenant que ça se joue. Et tout le terreau fertile, on était les premiers en campagne. Et ce n'est pas pour rien. C'est aussi parce que toute la mobilisation qui a été créée depuis 6 mois, c'est maintenant qu'elle va se diriger dans les urnes. Et c'est maintenant qu'il faut mettre le dernier coup de finale. Et pour ça, on a besoin de vous. Donc, tous les jours, sur le terrain, sur toutes les actions. Et le 9 juin prochain, on envoie un maximum d'écologistes au Parlement européen. Merci Romain. Tu m'entends ? Merci Romain. On peut saluer, on en profite quand même pour saluer les petites mains et les grands cerveaux et tous les autres qui se mobilisent dans la campagne et qui sont très mobilisés. Notre équipe de campagne qui ne compte pas les heures. Moi, je les ai vus travailler jusqu'à 19h, 20h un vendredi soir et je pense que je ne suis passé qu'une seule fois. Ok, très bien, très bien. On peut les applaudir quand même. On les salue. On passe à la deuxième partie du meeting. On va passer à la deuxième partie du meeting avec des interventions aussi très riches. Elle est économiste, elle est féministe, elle est députée de Paris à la commission Affaires sociales. Elle fait trembler tous les amateurs de barbecue. Merci d'accueillir Sandrine Rousseau. Nombreux et nombreuses pour soutenir la campagne portée par Marie Toussaint. Bon, on m'a confié la mission de vous parler d'Europe sociale et de ce qu'on pourrait faire dans l'Europe si elle était transformée en une instance, une institution qui se souciait bien plus des humains que nous le faisons actuellement. Mais avant de commencer là-dessus, je voudrais juste ici rendre un petit hommage à Guillaume Meurice, qui est en difficulté actuellement, qui est un des comédiens, des acteurs qui passent sur cette scène. Je sais qu'on peut apprécier la blague, on peut ne pas l'apprécier, mais quand un humoriste est licencié pour une blague, c'est toute la liberté d'expression qui est menacée. Alors, vous savez que le 9 juin, il peut se passer quelque chose qui est que l'Europe soit en majorité gagnée par la droite et l'extrême droite. Et en fait, qu'est-ce que ça changerait, la droite et l'extrême droite en majorité au Parlement européen ? Eh bien, ils nous ont inventé une notion, ils nous ont inventé une manière de voir l'avenir que moi j'appelle le réchauffement climatique de marché. C'est-à-dire, c'est très simple, t'es pauvre, tu te démerdes. Et ça, c'est ça qui va se passer si nous ne nous mobilisons pas le 9 et 10 juin prochain pour les élections européennes. Parce que la droite, c'est le climato-scepticisme. Ils ne croient pas un instant que le réchauffement climatique nous mette en danger et mette en danger les personnes les plus vulnérables de notre société en premier. La droite au Parlement. C'est une politique agricole commune qui industrialise l'agriculture et l'élevage et qui fait que les poulets dont a parlé Cédric Villani soient installés partout dans toute l'Europe, en France comme ailleurs, et que cette nourriture-là, de mauvaise qualité, bourrée d'antibiotiques, finisse dans l'assiette des plus pauvres d'Europe. Le réchauffement climatique de marché, c'est que quand on est en difficulté budgétaire, eh bien, on diminue certains budgets, et notamment les budgets qui permettent aux régions d'Europe qui sont les plus en difficulté socialement. Les régions d'Europe qui sont, par exemple, en désindustrialisation, on pense au nord, on pense au sud en France, on pense à l'est, mais on pense aussi à toutes les régions d'Allemagne et d'autres pays, des pays du sud, les pays de l'est, dont les personnes sont les laissées pour compte du libéralisme. Eh bien, une Europe à droite, c'est pire encore. Alors, on peut parler
de l'Europe sociale, on peut aussi parler de l'Europe de l'émancipation. Et l'Europe de l'émancipation, c'est une Europe qui ne diminue pas les budgets Erasmus dès qu'elle a un problème financier. C'est pourtant ce qui s'est passé sur le dernier budget. L'Europe de l'émancipation, c'est une Europe qui inscrit dans le droit européen l'accès à l'IVG pour tous et toutes et la définition du viol par le consentement pour toutes les femmes en France et en Europe. Une Europe sociale, c'est une Europe qui vote et qui se mobilise contre le travail précaire, contre l'ubérisation, comme il y a eu un texte qui a été adopté grâce à nos députés, notamment lors du précédent mandat. L'Europe sociale, c'est une Europe qui prend soin des jeunes et qui ne fait pas en sorte qu'Erasmus soit un programme limité à quelques-uns, mais qui développe massivement la mobilité en Europe, parce que vous le savez, l'Europe est en train de se diviser en deux, ceux qui ont les moyens de voyager, de se déplacer, d'avoir des boulots, et tous ceux qui sont cantonnés, discriminés, assignés à résidence. Mais surtout, une Europe sociale, c'est une Europe qui est portée par des gens qui ont ça au cœur et au corps et qui vont se battre pour le faire. Parce qu'au-delà des grands discours, ce dont on a besoin, c'est de députés qui se mobilisent, qui tous les matins savent pourquoi ils se lèvent. Et pourquoi ils se lèvent, c'est pour changer l'Europe et faire en sorte qu'elle protège et la planète et les humains qui y vivent. Et pour cela, on peut compter sur Caroline Rose, qui certes défend les animaux, mais défend aussi les pêcheurs et fait un travail incroyable. On peut compter sur Amine Kessassi, qui pourrait être députée à 20 ans et parler des quartiers populaires, comme peu en serait capable. On peut compter sur Priscilla Ludowski, qui ne lâchera jamais la question de l'égalité et de la précarité. On peut compter sur Abdoulaye Diarra, qui fera en sorte que la jeunesse soit une priorité de l'Europe. On peut compter sur Benoît Biteau pour faire en sorte que l'agriculture ne soit pas ni extractiviste, ni destructrice, mais au contraire protectrice. On peut compter sur Majdoulin Sbahi pour mener des combats sur le fait que le textile jetable sur lequel nous avons fondé une partie de notre consommation ne finisse pas en déchets à l'autre bout de la planète et que nous soyons sur des filières recyclables et durables. Nous pourrons compter sur Mounir Satouri pour défendre, quoi qu'il arrive, les droits humains et les travailleurs précaires. Nous pourrons compter sur Mélissa Camara, qui est une travailleuse sociale. Il n'y en aura pas beaucoup de travailleuses sociales au Parlement européen, féministes, et qui défendra à la fois le droit des femmes et le droit des personnes LGBTQIA+. On pourra compter sur David Cormand pour se mobiliser sur le droit des consommateurs, protéger les consommateurs et faire en sorte qu'on ne nous empapaoute pas sur le greenwashing. Et puis surtout, évidemment, on peut compter sur Marie Toussaint, la seule femme qui a réussi à tordre le bras d'Emmanuel Macron sur son incapacité à prendre le virage écologiste et sur le non-respect des engagements qu'il s'est lui-même fixés sur la France pour 2050. C'est Marie Toussaint qui l'a fait. Il n'y en a pas deux qui ont obtenu la condamnation de la France. Il n'y en a pas deux qui ont obtenu la condamnation de la France. Ça, on le doit à une seule personne. C'est Marie Toussaint et notre affaire à tous. Merci Marie, continuez. Et surtout, on a besoin de vous parce qu'il n'y aura pas, il n'y aura jamais d'écologie si vraiment il n'y a pas beaucoup d'écologistes. Sandrine, Sandrine. Merci Sandrine, on sait qu'on peut
sur toi tous les jours à l'Assemblée. Et merci de nous avoir rappelé, au cas où certains l'auraient oublié, les candidats de la liste et de la superbe liste qu'on a. Donc toutes et tous, rendez-vous pour voter les écologistes le 9 juin. Et maintenant, on passe à l'intervention suivante. Et forcément le prochain qu'on intervient. D'ailleurs, il est le seul dans cette deuxième partie. Je précise d'ailleurs que ce meeting est organisé avec une très grande majorité de femmes. Et ça, c'est bien. Ça montre que les écologistes évoluent. Aussi des gens issus de la diversité. Et ça, c'est bien aussi. Et ça montre qu'on évolue. Le prochain à intervenir, vous ne le connaissez peut-être pas. Il a été candidat à l'élection présidentielle avec une campagne motivante, puissante, à laquelle on a participé. Il a été député européen, mobilisé sur tous les grands traités, sur tous les accords internationaux. Et aujourd'hui, il est sénateur de Paris. Et il porte notamment une mission d'information, une commission d'enquête de mobilisation et de bataille contre Total. Je vous demande d'accueillir Yannick Jadot. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous souvenez sûrement, il y a 5 ans, quand on faisait campagne, les journalistes, comme souvent dans la rue, on nous demandait mais pourquoi voter écologiste ? Puisque tout le monde est écologiste. Emmanuel Macron avait fait Make the Planet Great Again et au fond, tout le monde revendiquait l'agenda écologiste. Mais n'ayez aucun doute, ce sont les 3 millions de voix que notre liste a fait en 2019 qui ont fait qu'il y a eu le Green Deal au niveau européen. C'est la victoire des écologistes. C'est les mobilisations pour le climat, pour le vivant, pour la justice sociale qui ont fait qu'il y a eu le Green Deal au niveau européen. Vous vous rendez compte ? Pour la première fois dans l'histoire, c'était déjà notre mot d'ordre en 2009. C'était le Green New Deal. Pour la première fois dans l'histoire, le pacte vert, la transition écologique, était le cœur de l'agenda européen. Alors, il y a eu la Covid. Vous vous souvenez, le début de la Covid, on a tous dû écrire une tribune sur le monde d'après. La vie, le vivant, les travailleuses et les travailleurs de première et de deuxième ligne, tout ça devenait l'essentiel. La vulnérabilité de notre économie, l'aberration du libre-échange, tout ça devait être remis en cause avec le monde d'après. Et puis il y a la guerre en Ukraine. Et au finish, qu'on voit au niveau de Bruxelles, c'est que cette victoire de 2019, quand la droite, quand l'extrême droite, quand les libéraux et quand les socialistes s'en emparent, ça devient un plat mou. Alors, est-ce qu'il y a eu des reculs? Non, il n'y a pas eu de recul. Mais quand le dérèglement climatique va si vite, quand l'extinction des espèces va si vite, quand les injustices, les inégalités vont si vite, les petits pas, c'est perdre de la distance, c'est prendre du retard sur le monde qui est en train d'advenir. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que les écologistes pour garder au cœur l'agenda du climat, de la justice sociale, du vivant et de la transformation écologique. Quand tous les autres groupes signent aujourd'hui des armistices avec les lobbies, nous sommes les seuls à sonner la mobilisation pour un agenda, pour l'avenir, pour notre jeunesse et pour toutes et tous. Alors, pour nous, c'est clair. La France, c'est notre maison. Mais l'Europe et le reste du monde, c'est notre village. Vous voyez, dans nos institutions, l'Europe, ça appartient au ministère des Affaires étrangères. Et dans cette situation où c'est l'extrême droite qui dicte son agenda à la droite et à Macron, il y a dû y avoir un malentendu en 2022, au second tour. On a voté Macron. Il a dû penser qu'on votait contre Le Pen. Il n'a pas compris qu'on votait contre ses idées. Donc il y a un malentendu avec le président de la République aujourd'hui. Mais dans ce moment où l'étranger devient le bouc émissaire de toutes nos difficultés,
Pour les écologistes, l'étranger, ça n'est pas celui qui est derrière de l'autre côté de la frontière, où on va installer de plus en plus de murs et de barbelés. L'étranger, ça n'est pas l'étranger de l'intérieur que montre la droite, l'extrême droite et ce gouvernement. Ça n'est pas le musulman, ça n'est pas le juif, ça n'est pas le noir, ça n'est pas l'arabe. Pour nous, écologistes, depuis toujours, l'étranger, c'est l'oppression. L'étranger, c'est le racisme. L'étranger, c'est l'antisémitisme. L'étranger, c'est le chaos climatique. L'étranger, c'est le vivant. C'est ça le programme des écologistes. Et le 9 juin, il n'y a que nous pour défendre cet agenda. Il n'y a que nous pour considérer que la diplomatie de l'Europe aujourd'hui, trop souvent, la diplomatie de Macron est une diplomatie de complaisance. Trop longtemps de complaisance avec Poutine. Encore la semaine dernière, de complaisance avec Xi Jinping. Où est le discours de la France en soutien des Ouïghours persécutés? Où est le discours de la France en soutien des femmes violées, torturées, exécutées en Afghanistan, en Iran, au Congo et ailleurs? Où est le discours de la France pour arrêter avec Total d'importer du GNL, de l'uranium et des engrais de Russie, alors que c'est censé être l'ennemi de l'Europe? Pour les écologistes, notre diplomatie, elle s'aligne toujours sur des valeurs. C'est ça le cœur de l'écologie. On n'est pas contre les dictatures de droite parce qu'elles sont de droite. On n'est pas complaisant avec les dictatures de gauche parce qu'elles seraient de gauche. On est contre les dictatures. On est contre les atteintes aux libertés d'expression. On est contre les atteintes aux libertés. On est contre les atteintes à l'état de droit en Europe et en dehors de l'Europe. Alors les amis, effectivement, ce qui se joue le 9 juin est encore plus important, plus impératif dans notre histoire. Si l'Europe n'est plus en capacité de montrer le chemin sur le climat, le vivant, et de prendre enfin la question sociale, la question industrielle, la question des migrations, avec justice, avec dignité. Si l'Europe n'est pas capable de se donner encore ce chemin-là, le monde de demain va être sacrément chaotique. Il y a un pôle de résistance dans ce combat. Ce sont les écologistes au Parlement européen. C'est Mounir Satouri, c'est Benoît Biteau, je les cite parce qu'ils sont là. Ils font un travail remarquable. Pendant 14 ans, j'ai été au Parlement européen. Pendant 14 ans, j'ai vu combien c'était les écologistes qui résistent au lobby. Ce sont les écologistes qui les combattent. Ce sont les écologistes qui combattent le libéralisme et sa dérive austéritaire et autoritaire. Alors les amis, on n'a pas le choix. D'ici le 9 juin, on mobilise celles et ceux qui ont déjà voté pour nous, on mobilise les jeunes, parce qu'on l'a vu en Pologne, parce qu'on l'a vu ailleurs. Ce sont les jeunes et les femmes qui parfois font la différence contre les extrêmes droites. Allez au boulot, merci. Merci beaucoup Yannick. J'espère que vous avez apprécié les bouclettes de Béchir. Moi, je suis arrivé et je me suis dit, franchement, Béchir, si j'avais pu avoir la photo avec les bigoudis, ça aurait été magique. Merci Béchir, merci Nadia. Merci beaucoup Yannick. Yannick, ancienne tête de liste en 2019. Absolument, avec une très belle campagne en 2019. Exactement. Et sans plus attendre, nous avons une surprise pour vous les amis. Une surprise exceptionnelle. J'ai l'impression d'être en train de vendre des meubles, vous savez, une surprise exceptionnelle, époustouflante. Non. On savait qu'elle était avec nous. On savait qu'elle nous suivait de loin. Elle est toujours présente, même si elle n'est pas là physiquement. Et les gens nous ont beaucoup dit, mais quand même, organiser un meeting à Paris, une réunion publique, sans la tête de liste. C'est compliqué. Et finalement, comme elle est toujours partout et comme elle est toujours disponible, eh bien, elle est avec nous ce soir. Merci Marie. Tout ça. Marie, 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 Marie.
Marie, Marie. Bon, de toute façon, Marie, là, on a... Il y a des moments où il faut se taire, Béchir. On va pas pour autant changer l'ordre du programme. De toutes les manières, Marie, qu'elle soit là ou pas, elle nous suivait comme on l'a dit. Elle dira sûrement un petit mot. Ça a été un parcours semé d'embûches, donc merci à toi Marie d'être parmi nous ce soir, on sait que c'était compliqué. Merci à toi Marie. Donc, Allez, ce qui est on se décale, on fait voilà, une petite place. il y a un petit mouvement, c'est le mercato Super. du premier rang, c'est le mercato. Alors, C'est vrai. elle est sénatrice. Elle a défendu, alors que personne n'y croyait, l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse au Sénat. Elle est aussi très attachée à l'Europe. Elle est même présidente du Parti vert européen, coprésidente du Parti vert européen, Merci d'accueillir Mélanie Vogel. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis venue ce soir avec un message assez simple au fond. Je suis venue vous parler du pouvoir qui est celui du vote écologiste aux élections européennes. Public facile. La raison pour laquelle il y a un pouvoir immense à utiliser le bulletin vert le 9 juin 2024 se résume ainsi. D'abord, voter pour l'écologie le 9 juin 2024, c'est voter contre le fascisme. Ça a été dit plusieurs fois, mais je crois qu'il faut le rappeler. On ne se raconte pas des histoires d'horreur pour se faire peur. Le risque fasciste en Europe est possible. On a cru, on a espéré que les conservateurs ne feraient pas d'accord avec l'extrême droite contre le pacte vert. Ils l'ont fait. On a cru, on a espéré jusqu'à la dernière minute que les libéraux ne négocieraient pas un gouvernement avec l'extrême droite aux Pays-Bas. Ils l'ont fait. La semaine dernière, en Croatie, les conservateurs ont formé un gouvernement avec des néo-nazis. Et la présidente de la Commission européenne les a félicités. Les amis, si le 9 juin 2024, nous assistons en Europe à une coalition des réactionnaires, des libéraux et de l'extrême droite, je peux vous dire, ce sera une coalition contre le climat, contre la justice sociale, contre la démocratie, ce sera la destruction de l'Europe. Et le seul vote qui permet d'éviter ça, c'est le vote écologiste. Nous avons été les seuls, depuis que nous existons, à ne jamais trembler face à l'extrême droite, à toujours dire, s'il y a une option ou l'extrême droite, on choisit toujours l'autre option, à dire que jamais nous ne collaborerons avec les fascistes, jamais, à aucun niveau, ni en France, ni en Allemagne, ni aux Pays-Bas, ni en Espagne, ni au Parlement européen. Merci. La deuxième raison, c'est que voter pour les écologistes le 9 juin 2024, c'est voter pour tenir la promesse de l'Europe. La promesse de l'Europe, c'est de construire la paix et une prospérité partagée sur le continent. Quel autre projet que la transition écologique peut aujourd'hui assurer la paix sur le continent? Quel autre projet que de devenir indépendant du gaz russe, du pétrole des pétromonarchies peut nous garantir que nous saurons sauvegarder la paix? Aucune autre possibilité que l'écologie pour sauver la paix. Il n'y a pas non plus d'autre option que l'écologie pour garantir la prospérité partagée. Pourquoi les factures d'électricité sont trop chères? Pourquoi la nourriture de qualité est trop chère? Pourquoi les transports sont trop chers? Pourquoi est-ce que se loger est trop cher? Parce que nous n'avons pas assez eu d'écologie ces 30 dernières années. Alors s'il y a une solution
pour sauver l'Europe, pour voter pour la prospérité et pour la paix, c'est voter pour l'écologie. Et la dernière chose, et sans doute la plus importante à ce moment-là de la campagne, c'est de se rendre compte que le vote écologiste, c'est le seul vote qui a le pouvoir vraiment de changer le monde. Il y a eu un moment dans l'histoire de la démocratie européenne, un seul moment, depuis que les élections européennes existent, un seul moment où il s'est passé quelque chose, où le continent a amorcé une transition vers un autre modèle. Ce moment, ça a été le moment où la jeunesse européenne s'est levée et est allée marcher dans la rue pour le climat et a transformé cette volonté en vote. C'est les écologistes qui ont été les seuls dans toute l'histoire de la démocratie européenne à impulser un changement. C'est pour ça qu'il faut jamais abandonner. Moi, je me souviens très bien, je travaillais au Parlement européen déjà en 2018 et on prévoyait qu'il y aurait plus de groupes écologistes au Parlement européen. C'est même pas que les sondages étaient mauvais, c'est qu'on allait disparaître. Un an plus tard, on formait le plus grand groupe qu'on ait jamais connu au Parlement européen. Et donc, la force des écologistes, c'est de pouvoir changer. De la même manière, on a dit aux Espagnols que c'était impossible de gagner contre l'alliance de la droite et de l'extrême droite et que le fascisme allait revenir en Espagne. Et des millions de femmes, des millions de jeunes, des millions de personnes LGBT ont décidé de refuser ça et d'aller voter. Et ils ont gagné. De la même manière, en Pologne, on a dit partout que c'était impossible de jeter l'extrême droite hors du pouvoir, que le PiS était là pour durer. Et des millions de personnes, principalement des femmes, des jeunes, des personnes LGBT, se sont mobilisées, sont allées voter et ils ont gagné. On nous a dit que c'était impossible de mettre l'IVG dans la Constitution. On nous a dit que c'était impossible. Et des millions de citoyens en France, des millions de féministes, des millions de femmes, des millions de jeunes se sont mobilisés et on a gagné. Et je peux vous dire une chose, quand les écologistes se mobilisent, quand les femmes se mobilisent, quand les jeunes se mobilisent, rien n'est impossible. Alors, vous savez, le film, il est simple. Le 9 juin 2024, on a deux options. Soit ce sera l'Europe de l'alliance des réactionnaires et des libéraux et de l'extrême droite contre le climat, contre la justice sociale, contre la démocratie, contre l'Europe, et ce sera la fin. Soit ce sera nous qui serons aux manettes pour conduire le continent vers la transition écologique, pour garantir la justice sociale, pour protéger les libertés publiques et pour pouvoir amener la paix. Et c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Alors, il faut dire une chose très simple. À toutes les personnes qui ont voté pour les écologistes en 2019, qui ont changé le monde, qu'elles peuvent continuer à le changer, à toutes les personnes qui n'ont pas encore décidé, si vous êtes pour l'Ukraine, contre Poutine, pour le climat, pour la justice sociale, contre l'austérité, pour une agriculture juste, il y a un vote partout en Europe, le même partout en Espagne, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, au Portugal, partout qui vous garantit ça, c'est le vote écologiste. Merci. Merci infiniment, Mélanie. Je vous propose de continuer et d'accueillir la présidente du groupe des écologistes à l'Assemblée nationale. Veuillez accueillir Cyrielle Châtelain. Bonsoir tout le monde, ça me fait chaud au cœur d'être là. Alors je vous dis, le changement d'ambiance est un peu compliqué. Il y a encore une demi-heure avec Marine, on était dans le bureau de Gabriel Attal pour parler délinquance des mineurs et lui dire tout le mal qu'on pensait de ses propositions. Donc voilà, le temps de switcher en mode meeting et de me dire tout le plaisir que ça fait d'être là pour déjà pour vous retrouver parce que ça fait du bien des fois d'être ensemble.
Et pour soutenir cette liste dont moi je suis si fière, on a les vidéos aujourd'hui qui sont diffusées de tous vos parcours. Et on a une liste de personnes engagées, de personnes déterminées, de personnes qui croient en l'Europe. Et aujourd'hui, c'est extrêmement... c'est rare quand même. Et c'est... Parce qu'il y a tellement de parcours. Et je repense à tous vos combats, forcément, Mounir, sur la question de l'Europe sociale, les combats sur les questions féministes, les combats sur les questions de l'accueil, les combats sur la question du renouvelable. Tous ces combats, vous nous avez rendus fiers pendant toutes ces années. Mais tellement, c'est-à-dire que ce mandat-là, on en est extrêmement fiers. Et bien sûr, Marie, moi, ça me fait... plaisir, on était à Bordeaux il n'y a pas longtemps, je redisais, c'est-à-dire que 2009, c'est ma première campagne européenne et on l'a fait ensemble, on tractait ensemble. Tu étais déjà à la FIEG chez les Jeunes Verts européens et en fait, l'Europe pour toi, c'est une évidence. La politique, tu l'as toujours fait au niveau européen. Tu l'as toujours fait au niveau européen et tu l'as toujours fait avec cette conviction profonde qui est que toutes les futures grandes avancées, elles se feraient au niveau européen. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour dire qu'avec cette liste, avec l'ensemble de ces candidats et de ces candidates, on va pouvoir changer les choses. Et moi, je pense qu'il faut leur faire un tonnerre d'applaudissements parce que, oui, ils vont réussir à changer l'Europe. Et quand on veut, on peut. Pour revenir malheureusement sur des choses un peu plus difficiles, on est à Paris. Et moi, j'étais pas là dans la rue, mais j'ai vu les images glaçantes de l'extrême droite qui défilait. J'ai vu ces centaines de personnes qui paradaient dans Paris, mais comme ils paradent dans les rues de Lyon, comme ils paradent dans trop nombreuses villes, où ils se croient, comme ils le disent, chez eux, où ils pensent pouvoir imposer leur vision réactionnaire, leur haine à tout le monde. Et cette image, elle m'a glacée. Parce que comme l'a dit Mélanie, aujourd'hui, on a un moment de choix. Dans quelle direction on va aller? Est-ce qu'on va aller vers une Europe qui nous protège ou est-ce qu'on va aller vers une Europe rétrograde? Et moi, ce qui m'a glacée, c'est que ces personnes-là, en fait, elles contreviennent à tout le rêve européen. Tout le rêve européen. Qu'est-ce que c'est l'Europe? L'Europe, c'est ce rêve absolument fou qu'un continent qui a été ravagé par la guerre, dont des pays ont été, de génération en génération, la haine de l'autre s'est transmise, pour aller jusqu'à une atrocité, la Seconde Guerre mondiale. Et après ces haines implacables, il y a des peuples, il y a des gens qui ont dit « aucune haine n'est indépassable ». Et ça suffit. Il faut savoir reconstruire sur le fait que la guerre, les peuples la subissent bien plus souvent qu'ils ne la créent. C'est la croyance absolument folle qu'on peut créer une Europe de l'entraide, qu'on peut créer une Europe où les pays travaillent ensemble plutôt que se font la guerre. Et donc aujourd'hui, voir une extrême droite défiler dans nos rues, alors que pour eux, c'est la guerre du tous contre tous, ils défilent contre cette idée absolument folle à l'époque, mais absolument belle, qui est qu'on peut construire une Europe et qu'on est plus fort ensemble, et qu'on n'a pas besoin de se dresser les uns contre les autres pour créer quelque chose. Et donc, eh bien moi, cette idée qu'on ait un rassemblement national à 32%, que cette idée de la haine de l'autre, du repli sur soi, elle arrive aussi haut, je n'y crois pas. Je ne pense pas que c'est la France et je ne pense pas que c'est l'Europe. Parce que ce rêve qu'il y a eu et qui a créé l'Europe, ce rêve qu'il fallait faire primer la paix, qu'il fallait faire primer l'entente des peuples, elle est toujours là. Et oui, l'Europe a déçu. Et je pense qu'on a des images en tête. L'Europe a déçu quand elle a voulu imposer à la Grèce la règle de la Troïka et qu'elle n'a pas respecté le référendum. Elle a déçu quand, alors que je l'ai dit, l'Europe, elle est construite sur cette idée fondamentalement humaniste qu'on ne peut pas, que jamais un être humain ne peut être considéré comme rien.
Eh ben, quand on voit les migrants mourir en Méditerranée, c'est absolument ça qu'on ressent. C'est l'idée d'une Europe qui les laisse se noyer, qui leur dit ce qu'on a construit, ce havre de paix, c'est pas pour vous. Eh bien oui, à ce moment-là, on a honte. Mais en fait, si je saluais l'ensemble de ce travail-là, c'est qu'il faut aller chercher chacune des personnes qui partagent le rêve européen, qui partagent ce pourquoi l'Europe elle a été construite, c'est-à-dire aller vers une prospérité, aller vers une Europe humaniste et leur dire « Je sais que tu as été déçu, mais c'est pas ça l'Europe. C'est pas ça qu'on est en train de construire. C'est pas ça qu'on est en train de construire quand on a gagné sur les travailleurs européens. C'est pas ça qu'on est en train de construire quand on est en train de faire avancer l'Europe vers une ambition sociale. C'est pas ça qu'on est en train de construire quand on est en train de faire avancer l'Europe sur une ambition écologiste. Et parce que le temps est compté, dites-leur surtout que oui, on va refonder, on va retrouver le rêve européen. Il y a eu le charbon et l'acier qui ont permis de se retrouver ensemble. Nous, on leur dit on a un nouveau rêve. C'est le rêve de l'ambition écologique. Et en fait, c'est un rêve qui nécessite que l'ensemble des pays soient unis, mais vers une nouvelle direction. Ça s'appelle le fait de pouvoir vivre correctement sur cette terre, dans l'habitabilité et surtout lutter contre le réchauffement climatique. Je pense que ce rêve-là, ce rêve d'avoir une Europe qui aujourd'hui arrive à dire nous sommes une Europe sans fossiles, nous sommes une Europe 100% renouvelable, nous sommes une Europe où il n'y a pas de pollution, nous sommes une Europe qui arrive à montrer au monde, que non seulement on peut être accueillant, que non seulement on peut être humaniste, mais que surtout, oui, le combat, le défi climatique, nous pouvons le remporter, que oui, nous arriverons dans les 7 prochaines années à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Si nous arrivons de nouveau à être cette Europe qui a su être une lumière tellement forte, qui a su être un espoir tellement fort, ça sera si on arrive à refonder le rêve européen autour d'une idée très simple et très belle qui est que chacun doit pouvoir vivre sur cette planète. Et pour ça, il faut 2 choses. Il faut de l'accueil et il faut de l'écologie. Et en fait, ces 2 choses-là, vous ne le trouvez que sur une seule liste et une seule liste seulement. C'est la liste des écologistes qui est menée par Marie Toussaint. Et donc, je vous dis, allez chercher l'ensemble des personnes qui veulent mettre un bulletin dans l'urne pour le rêve européen, pour l'Europe, pour l'écologie. Je pense que nous sommes bien plus nombreux que l'extrême droite. Et le 9 juin, dites à l'ensemble des personnes qui ont vu le défilé des néo-nazis, l'humanisme est beaucoup plus fort, l'écologie est là, est solide, et l'Europe que nous construirons demain, c'est l'Europe humaniste, et ce n'est pas l'Europe du repli sur soi. On compte sur vous. Merci beaucoup, Cyrielle. On n'a pas entendu. Cyrielle, 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 Cyrielle. Merci à vous. Merci à toi, d'avoir Cyrielle. traversé tout Paris hyper rapidement pour pouvoir nous rejoindre. On accueille maintenant notre très cher secrétaire national. On vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour celle qui a traversé la France, qui se mobilise aux 4 coins du territoire aussi dans le cadre de cette campagne des Européennes. On vous demande d'accueillir Madame Marine Tondelier. Bonsoir Paris. Je vais le refaire parce que quand j'ai dit bonsoir Bordeaux la fois dernière, c'était beaucoup plus chaud que ça. Donc je vais vous le refaire. Pour l'instant, c'est Bordeaux 1, Paris 0, les gars. Bonsoir Paris. Bonsoir Marie. Vous remontez un petit peu, vous avez encore un peu de terrain à traverser jusqu'au but, chers amis. Donc, une soirée, 2 ambiances pour Cyrielle et moi, puisqu'on sort de Matignon. Et voilà. Et là, on arrive dans le théâtre de Coluche et de Guillaume Meurice et de vous. Donc, merci pour ça, ça nous régénère quand même. Merci beaucoup. Et puis surtout, on vient de parler de délinquance des mineurs et de répression. Et là, on va vous parler d'Europe et d'écologie. Donc, sachez que là aussi, ça nous fait une soirée, 2 ambiances. Moi, je voulais vous parler des sondages. Parce que quand vous vous êtes amené en ce moment à faire des médias, c'est à peu près... On vous parle de plein de choses. Dans la Nouvelle-Calédonie, ça y est, Béchir, j'ai dit Nouvelle-Calédonie. Tu peux cocher, tu m'avais dit de le dire. Donc, on vous parle de la Nouvelle-Calédonie, de la loi d'orientation agricole, de plein de choses. Et puis à la fin, ils disent « Ah tiens, il reste 3 minutes, on va faire les européennes. » Alors, Madame Tondelier, les sondages. C'est quand même formidable que, à part les débats entre têtes de liste et tout ça, dans le reste du débat politique, on aborde la question des européennes que par les sondages. Et moi, je vais vous dire, ça me pose un problème démocratique.
Parce que ça donne l'impression, premièrement, que celui qui est haut dans les sondages, eh ben, il est fantastique, et que celui qui n'est pas encore aussi haut que lui, bah, ça ne va pas, et que toute la lecture politique n'est que par ça, ce qui est quand même un peu réducteur. Et puis, surtout, pendant qu'on parle des sondages, on ne parle pas du programme, et on ne parle pas des bilans. Et vous me voyez venir, qui ça arrange, qui ça favorise même, je dirais, celles et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. C'est dit. On est dans un moment démocratique où en fait on n'a plus de place pour le fond. D'ailleurs, encore ce midi dans un déjeuner de presse, on nous vantait les qualités du programme en disant un journaliste assez connu de la scène politique française me disait la seule mesure de toute la campagne, pas la vôtre, de toutes les campagnes que je vois, c'est celle sur Total. La seule que j'ai retenue où je me suis dit tiens c'est un truc nouveau, elle venait de chez vous. Et donc, on a été les regarder, les programmes. Déjà, on a regardé les programmes européens. On l'avait fait, cet exercice, avec Mélanie. Nous, on a adopté ce manifesto qui est un problème hyper complet. Et c'est facile pour nous. Quand on est écologiste, en Hongrie, en France, en Espagne, on est aligné sur le fond. Et donc, on est capable de proposer un vrai programme cohérent pour l'Europe. On ne vous dit pas que c'est facile tout le temps partout. Évidemment, c'est la vie des groupes politiques. Mais on est très aligné. On a un programme cohérent. Si on est élu à la tête de la commission, on sait ce qu'on va faire. On sait quel est notre projet pour l'Europe. Il y a des partis, quand ils se mettent d'accord, il ne reste plus que 4 pages à la fin. Le minimum vital de ce sur quoi ils ont réussi à se mettre d'accord entre les pays de leur famille politique. Et ça, c'est un sujet. Et puis, on a les bilans. Et puis, on a l'écart aussi entre les programmes et les bilans. Et je pense notamment à Jordan le mytho, mieux connu sous le nom de Jordan Bardella, qui est en fait le député TikTok. C'est-à-dire que lui, c'est le recordman de TikTok. Mais combien a-t-il fait de rapports au Parlement européen en 5 ans ? Bravo. Ceux qui réfléchissent à quel rapport ils ont lu de Jordan, arrêtez de réfléchir, il en a écrit 0. C'est le député TikTok, c'est le député mytho, parce qu'entre ce qu'il met dans son programme et ce qu'il vote, c'est pas la même chose. Et il n'est pas le seul. Moi, j'en ai vu des tasses précipiter sur les barrages des agriculteurs en allant s'acheter des bottes toutes neuves puis en mettant de la terre dessus comme si elles avaient servi toute la semaine, pour aller dire mais les agriculteurs, c'est pas juste, on est avec vous. Ils sont avec eux d'accord sur le barrage ce jour-là parce qu'il y a les caméras. Mais ils sont où quand Benoît Biteau fait des amendements pour une PAC plus juste ? Eh ben, ils sont là. Ils sont là pour voter contre. En expliquant que tu es idéaliste, que tout ça, que tu n'as rien compris, que tu es naïf. Et j'en ai marre aussi qu'on nous explique que les écologistes sont des idéalistes, des utopistes. C'est d'ailleurs René Dumont, il y a 50 ans, lui-même, qui avait écrit L'utopie ou la mort. Mais cher René, 50 ans après, on peut te le dire. Tu n'étais pas utopiste, tu étais réaliste. Nous sommes les réalistes. Les utopistes, c'est celles et ceux qui, aujourd'hui, continuent à vous dire qu'il n'y a besoin de rien changer, qu'on pourra tout continuer comme avant, que les méga-bassines, ça résout le problème de l'eau, que le nucléaire, ça résout le problème de l'électricité, et ainsi de suite. Donc, revendiquons-le. Notre bilan est excellent. Et félicitations aux députés européens qui nous ont rendus extrêmement fiers. Notre programme, il est solide. Un grand travail à toutes celles et ceux qui ont contribué, parce que chez nous, on travaille collectivement. Donc, c'est des équipes, c'est des commissions thématiques, c'est des amendements des conseillers fédéraux, c'est des contributions de plein de gens. C'est évidemment toute la société civile dont nous avons lu les contributions et que nous avons souvent retenu aussi leurs idées. On est très en phase. Vous voyez, quand les ONG écolos notent tous les votes des groupes, ceux qui arrivent à 100% de vert, évidemment, c'est nous. Et donc, bravo aussi pour notre projet qu'on va porter et qu'on va emmener loin, le plus loin possible dans cette élection, pas juste pour nous, mais pour toutes celles et ceux à qui il viendra en aide. Merci pour notre projet. Et puis, il reste les sondages. Et les sondages, c'est des sondages. Le seul sondage qui valent, le seul score qui reste, c'est celui de l'élection à la fin. Et donc, il nous reste, il faut que je réactualise mon chiffre, parce que la fois dernière, j'ai dit 27, mais ce n'était pas aujourd'hui. Il reste combien de jours ? Oui, mais moi, je voulais un chiffre. Cédric Villani, médaille Fields. 9 juin. Allez, 25. Adjugé vendu, puis il y a un jour, on n'a plus le droit de faire campagne, n'oubliez pas. Jusqu'au 9 juin, les choses sont très simples. On va aller partout, expliquer à celles et ceux qui nous parlent de vote utile
qu'il faut se poser la question du vote utile à quoi? Quoi de plus utile que de protéger le vivant? Que dire aux enfants qui naissent en 2024 qu'on fera en sorte qu'un jour ils aient 30 ans sur une planète habitable? Qu'on aide celles et ceux qui ne peuvent pas voter non plus? Les 60% d'oiseaux qui ont disparu depuis 40 ans, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Ce printemps silencieux qui s'est installé et qu'on veut retrouver bruyant comme on l'aime, on ne peut pas laisser faire. Les lobbies, qui d'ailleurs, j'ai vu dans le monde, s'allier très fortement au Rassemblement national, tout ça ne nous étonne pas, pour combattre toutes les mesures d'intérêt général qu'on porte, on ne peut pas laisser faire. Et ça, c'est notre travail maintenant. Alors, on me demande parfois, dans les différentes réunions publiques qu'on fait, parce que Marie, sache-le, on est sur le terrain tous les jours, je ne suis pas la seule, tous les colistiers sont hyper mobilisés, je vois chaque jour sur Twitter le petit hashtag et tout le monde qui est sur tout le territoire, on nous demande c'est quoi les arguments simples quand on n'a que quelques secondes sur un marché. Je vais vous les donner, ils ne sont pas de moi, ils sont du best-seller de la punchline écolo, il s'appelle Pierre Urmic, il est maire de Bordeaux. La première, c'est « Il n'y a pas d'écologie sans écologistes ». Il y a des élections, on nous disait ah bah comment, oui mais l'écologie est partout, regardez tous les candidats sont écolos, donc ça sert à quoi de voter pour vous? L'avantage c'est cette fois-ci, sur cet argument-là, on est tranquille. J'ai pas vu beaucoup de concurrents se battre pour arracher la palme écolo à la vraie liste écologiste. Et donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'écologie sans les écologistes. La deuxième punchline me rappelle une histoire, parce qu'on n'est pas qu'au Parlement européen sur les bilans, il y a aussi de gros bilans de nos maires et de nos parlementaires nationaux sur les PFAS. J'étais avec Camille Etienne en tribune pour voir cette formidable victoire sur les PFAS, et j'ai vu un député macroniste se lever en disant « Ok, votre texte, il va dans le sens de l'histoire. Mais, évidemment il y avait un mais ce n'est pas le moment. » Et donc, comme dirait Pierre Urmic, l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Vous connaissiez Pierre Urmic, en fait. Et puis, pour celles et ceux qui disent, oui, mais quand même, le vote utile, tout ça, sachez une chose, le Parlement européen, depuis des décennies, est co-géré par une espèce de ventre mou composé de 3 groupes. Le groupe socialiste, le groupe centriste et le groupe de droite. Tu n'aimes pas la droite, tu as un problème avec ta famille de droite, peut-être. Ou tu es avec ma tenue, parce que je sors de chez Gabriel Attal. Et donc, sachez que voter pour l'un de ces 3 groupes, socialiste, centriste, la droite, ça ne sert à rien. Vous votez pour le statu quo, vous votez pour reconduire l'existant, et comme en plus de ne servir à rien, ils sont lâches, ce sont des personnes qui votent pour le sens du vent. Soit vous mettez un bulletin RN dans l'urne, personne ne va faire ça ici, et vous leur indiquez qu'il faut être plus facho. Ah ben ça, ils savent bien faire. Le pacte asile immigration, c'est eux. L'austérité à la dernière session avant l'élection, c'est eux. Les méga camions, c'est eux. Ils sont tous allés dans le même sens. Soit vous mettez un bulletin vert dans l'urne et que vous le mettiez à Lille ou à Marseille, en France ou en Hongrie, dans n'importe quel pays, le bulletin vert, c'est l'espoir. En France, ce sera le bulletin de Marie Toussaint. Il reste quelques semaines pour faire cette campagne à fond. Nous sommes dans un printemps silencieux, mais nous allons créer ce printemps bruyant parce qu'on va parler d'écologie partout, tout le temps. Et moi, Marie, je suis extrêmement contente de te retrouver, petite surprise, ce soir devant moi. Donc, encore une belle surprise. Et je te dis, Marie, merci beaucoup. Et pour elle, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre debout l'écologie, debout l'écologie. Merci, Marie. Alors, on se rapproche de la fin du meeting. Vous avez à vos pieds des drapeaux. Saisissez-les. J'aime bien parce qu'il y a l'équipe des communicants derrière. Oui, enfin, oui, voilà, on a répondu à vos attentes. On va réagir au tacle que nous a lancé Marine par rapport à l'écart avec Bordeaux. Donc, prenez vos drapeaux. Déjà. On va montrer à Marine comment Paris se chauffe. On en profite en parallèle pour remercier des personnalités qui sont aussi présentes aujourd'hui, des militants écologistes de longue date, qui sont très engagés dans cette campagne. Je vois Jacques Bouteau, l'ancien maire du 2e arrondissement, Kader Chiban, président du groupe à la région, Antoine Tulle, sénatrice de Paris, Emmanuel Pierre-Marie, notre maire du 12e arrondissement, Corinne Faugeron, conseillère de Paris, ici dans le centre. On en voit bien d'autres, on n'aura pas l'occasion. Si, Anne-Claire Boux, adjointe à la santé à Paris, qui se mobilise sur la question de la santé locale, qui est très mobilisée depuis plusieurs mois.
Mounir Satouri, directeur, Notre directeur politique de la campagne. Et député un européen. maximum de bruit. Et où se cache Léa? Et il y en a une personne sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu ce soir, qui s'est mobilisée depuis le premier jour et qui est toujours là, à n'importe quelle heure, on peut l'appeler pour le coup plus que 20 heures. On vous demande d'accueillir Léa Zawlaski, directrice de la mobilisation, directrice de la campagne. Très fort. Merci Léa. Merci beaucoup. On est ravis d'accueillir cette réunion publique, ce meeting parisien, ce de folie. Et on est vraiment très heureuse. Et moi, je suis très fière de pouvoir accueillir notre tête de liste, qui nous a choisi aussi pour mener campagne avec elle, que le mouvement a choisi pour porter notre voix, notre mouvement dans les urnes le 9 juin. On est hyper heureux. Faites-lui un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Marie Toussaint, ce soir avec nous. Marie, Marie, Marie. J'ai une question à poser à la technique, mais est-ce qu'on sait éclairer le public ou pas? Ouais! Bravo! Paris, 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 Paris. Ben, un grand merci, je suis vraiment contente d'être là. Alors, il y en a qui en profitent pour faire des petites vidéos. C'est bon, on peut rééteindre les lumières pour la technique. Merci et bravo à la technique. Alors c'est bien parce que je voulais commencer en faisant le tour de tout le monde et en remerciant tout le monde, mais ça vient d'être fait. Donc un grand merci à chacune et chacun d'entre vous d'être là. J'aimerais aussi, parce qu'ils et elles sont nombreux ce soir, on a vu Léa, que je remercie, mais il y a beaucoup de membres de l'équipe de campagne qui sont parsemés un petit peu partout et je voulais aussi qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements. Oui, parce que sans elles et sans eux, on aurait du mal à tenir. Et sans vous, sans chacune et chacun d'entre vous, on aurait du mal à tenir aussi. Donc un grand merci, un immense merci pour cette réunion publique. Moi, j'étais à Tours. Voilà, j'étais à Tours. On a fait des tas de visites super. On a été visiter des entreprises de la réparation. On a rencontré des entrepreneurs absolument extraordinaire, pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme et prête à en découdre pour porter une autre économie et pour porter le projet européen qui est un projet de paix, de liberté, d'émancipation. On a vu aussi des entreprises qui emploient des salariés en insertion et qui ont besoin d'Europe, qui ont besoin que l'Europe soit là, qu'elle les soutienne plutôt que de laisser partir les délocalisations qui tirent avec un dumping social vers le bas les conditions de travail sur notre territoire. On sait que si on veut une Europe forte, que si on veut faire en sorte que l'Europe produise en Europe ce dont elle a besoin, eh bien ça sert aussi à l'emploi, à l'égalité salariale, à notre capacité d'embaucher chacune et chacun en ne laissant personne de côté. C'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça que j'étais à Tours, mais je suis rentrée pour venir vous voir. Bon, alors en vrai, je suis aussi rentrée parce que j'ai une matinale un peu tôt demain matin. D'ailleurs, Yannick Jadot, quand il a appris que je faisais cette matinale, il a dit « Oh là là, c'est la pire, elle est super tôt, bon courage !» Bon, je vais essayer d'être à la hauteur. C'est à 7h40, c'est les 4V, à 7h40. Donc j'espère que vous serez là, que vous serez réveillés. Vous pourrez baragouiner dans votre café. Moi, il faudra que je parle clairement. Mais voilà, chacun son job. Bon, et ça fait du bien d'être ici ensemble parce que ça a été dit par plusieurs personnes ce soir, mais on est dans une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que oui, on voit l'extrême droite se presser
aux portes du pouvoir, voire obtenir le pouvoir. Mélanie a fait un peu le tour des États européens dans lesquels c'est malheureusement déjà le cas, et on voit déjà les ravages de leur politique, le recul des droits humains, le recul des droits des femmes, les difficultés économiques aussi, l'explosion de la précarité, en particulier de la précarité infantile. Et on les voit parader dans les rues de Paris avec la croix celtique, dans les rues de Rome avec le salut fasciste, et redoubler de violences physiques contre les élus de gauche et les élus écologistes, notamment en Allemagne. Alors disons-leur ensemble que nous n'accepterons pas le retour de l'extrême droite, que nous n'accepterons pas cette brutalisation de la vie politique et du débat public, et que nous nous tiendrons toujours face à eux pour les faire reculer. Parce que ces néo-nazis qui paradent, qui défilent et qui exercent leur violence sur autrui, en fait, ils ont un aboutissement politique. Et que le Rassemblement national, en France, même s'il se veut dédiabolisé, même s'il se banalise, même si, en s'appuyant sur l'autre parti d'extrême droite portée par Marion Maréchal Le Pen, il fait semblant que ce n'est pas les pires, ils prétendent qu'ils défendent les Françaises et les Français, eh bien, nous savons à la fois les origines de ce parti, nous savons les valeurs qu'il véhicule, et Cyril l'a rappelé, nous n'acceptons pas ce modèle de société dans lequel on désigne et on fustige les étrangers comme responsables de tous les maux, dans lequel on promeut la guerre de tous contre tous et la guerre de tous contre chacun et contre chacune, dans laquelle on fait de l'étranger le drapeau, le porte-drapeau de tout ce qui doit recevoir la haine. Non, nous ne voulons pas de cette haine, et oui, nous y résisterons. Mais le RN, c'est pas seulement le parti de la haine. Oui, c'est un parti qui est entre les mains des lobbies. Et on apprend, grâce à un travail fantastique, formidable, fait par des journalistes, des citoyennes et des citoyens, des ONG, comme Havas par exemple, on apprend ce que nous, on a observé au Parlement européen pendant les 5 dernières années, que le Rassemblement national n'a eu de cesse de défendre les lobbies, et en particulier les lobbies qui portent atteinte à notre santé. Je pense en particulier, évidemment, au lobby du tabac, qui continue à vouloir faire croire aujourd'hui que le tabac, c'est bon pour la santé. Et bien nous, en face, on a José Bové qui tient tête quand les lobbies du tabac s'immiscent dans la démocratie européenne, et c'est comme ça qu'on fait, on va les chercher partout, on les débusque, on les combat, et à la fin, on gagne contre les lobbies et contre le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est le parti de la grande diversion, de la grande distraction. Dans la réalité, plusieurs de leurs membres ne croient pas dans le dérèglement climatique. C'est même pas qu'ils ne croient pas qu'il est d'origine humaine, c'est qu'ils postent encore des photos avec de la neige dessus en disant « mais le dérèglement climatique, il est où ?» Ils prennent des photos du nord de la Suède, qui est évidemment enneigé, on est près du pôle. Et ils nous disent « mais est-ce que le dérèglement climatique existe ?» Bah oui, il existe le dérèglement climatique. Et c'est certainement pas en faisant peser votre haine sur les musulmanes et sur les musulmans, sur les personnes d'Afrique subsaharienne ou sur tous les étrangers qui passent et dont ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment proches de nous culturellement que nous allons lutter contre ce défi de notre siècle, celui qui est littéralement vital pour l'humanité. Le Rassemblement national, c'est le parti de la haine, c'est le parti du climato-scepticisme, et c'est contre ce parti que nous nous positionnons, que nous nous battons. C'est pour un horizon tout à fait différent, à l'exact opposé. C'est pour changer totalement de boussole que nous continuerons à nous battre contre vents et marées, même quand c'est difficile, même quand effectivement on nous dit qu'ils sont loin devant et nous loin derrière. Eh ben on s'en fout, nous on tient, qu'on soit devant, qu'on soit derrière. De toute façon, tout ce qu'on fera, toujours, c'est nous battre pour les faire reculer. Beaucoup de choses ont été dites ce soir, et j'ai plein de colistières et de colistiers, de camarades, d'élus, Sandrine, voilà, qui nous entourent, qui portent avec nous ces combats, Joanne Claire, voilà, qui portent avec nous ces combats chaque jour. On le fait ensemble, on le fait dans la constance, dans la cohérence, et c'est peut-être aussi ça que j'avais envie de vous dire, c'est que en réalité, il faut garder espoir, parce qu'avec la force de notre détermination, la force de notre mobilisation, et en étant ensemble, nous sommes une force puissante. Et à l'heure où Emmanuel Macron
et son double, Gabriel Attal, veulent enfermer le débat des européennes dans un duel qui n'est plus un duel mais un duo autour de l'élection présidentielle, en organisant des débats à deux, Attal-Bardella, Macron-Le Pen, eh bien, nous devons dire qu'il existe une autre voie. Une autre voie d'abord parce que ces élections, le 9 juin, désolé de vous le dire, ce n'est pas l'élection présidentielle, c'est l'élection européenne. Et oui, l'avenir de l'Europe est en jeu. Et oui, l'avenir de l'Europe détermine l'avenir de l'humanité, notre capacité à transformer notre économie et à faire vivre la justice sociale sur notre territoire. C'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas l'élection présidentielle. Et je vais aller un cran plus loin. Lorsque l'un a besoin de l'autre pour exister. Parce que finalement, on vit depuis déjà 7 ou 8 ans dans cette espèce de face-à-face qui veut éloigner tout débat. On se croirait revenu à Margaret Thatcher et au TINA. Il n'y a pas d'alternative. Bah si, il y a une alternative. Il y a une alternative au libéralisme naïf, à l'ignorance écologique, au recul de la protection sociale. Et cette alternative, ce n'est pas le Rassemblement national, mais c'est l'écologie. Il faut regarder en face le dérèglement climatique, l'extinction du vivant, le déversement de produits toxiques partout qui nuisent à notre santé et à celui de la nature. Il faut savoir le voir en face pour pouvoir mieux le contrer. Il faut savoir regarder en face l'allongement des files devant les banques alimentaires, l'explosion du sans-abrisme et les inégalités femmes-hommes qui persistent dans notre pays, en Europe et à travers le monde encore aujourd'hui. Il faut savoir les regarder en face. C'est comme ça qu'on peut mettre sur la table les vraies propositions. Et ces propositions, eh bien, ce sont les nôtres. Ce sont les nôtres, à nous, les écologistes. Et je veux d'abord dire que contrairement à la petite musique qu'on entend, qui dirait que les écologistes, finalement, sont les ennemis des gens, eh bien, nous sommes les seuls réalistes. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. On n'est pas là pour emmerder le monde, ni pour l'enquiquiner, mais pour le sauver. Et pour nous, il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale. Mais la transition écologique et la justice sociale, ce n'est pas l'austérité. Ce n'est pas l'austérité, c'est au contraire se donner les moyens d'investir massivement pour pouvoir vraiment transformer notre économie, relocaliser notre économie, pouvoir produire ces énergies renouvelables dont on a besoin, pouvoir produire ces médicaments dont on a besoin, pour pouvoir remettre la production de textiles sur notre territoire. Et j'étais cet après-midi avec Majdoulin Bay. Nous, on n'a pas que des gens qui parlent, on a des gens qui agissent au quotidien, partout sur le territoire, pour porter ces propositions qui sont les nôtres. Et donc oui, la transition écologique dans la justice sociale. Et quand on parle de justice sociale, nous, on n'accepte pas que la justice sociale, ça veut seulement dire des aides parsemées, dispersées. Quand ça va un peu trop mal, on envoie un peu d'argent en espérant que ça va passer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que quand on a une pauvreté qui a stagné pendant 20 ans, et depuis 3 ou 4 ans, une pauvreté qui explose, qui touche toujours plus les femmes, les familles monoparentales, qu'aujourd'hui on engueule en disant qu'elles ne savent pas élever leurs enfants, quand on a des enfants, mais aussi des retraités qui sont de plus en plus pauvres, qui n'arrivent plus à se nourrir, qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à manger, eh bien nous disons qu'il faut tout changer. Il faut tout changer. Et donc oui, nous voulons un droit de veto social en Europe. Pourquoi ? Parce que ce sont toutes les politiques qui doivent contribuer à résorber la pauvreté et à lutter contre les inégalités. Toutes. Pas une d'entre elles ne doit aggraver les conditions d'existence des plus pauvres. Cela, nous le refusons. À chaque fois qu'une loi portera atteinte aux conditions des plus précaires, eh bien nous nous y opposerons et nous proposerons autre chose. Et surtout, nous, on ose s'affronter aux puissants. Je vous ai parlé des lobbies du tabac, on pourrait parler de la FNSEA, et je propose qu'on fasse aussi un tonnerre d'applaudissements à Benoît Biteau, parce qu'il fait en ce moment même l'objet d'une campagne de diffamation et de dénigrement de la part de la FNSEA. Nous, on s'oppose avec Anne-Claire, avec Marine, aux pratiques de Nestlé,
qui met du désinfectant dans l'eau, qui est couvert par le gouvernement quand il distribue de l'eau de mauvaise qualité à la population. Souvent, ça donne de l'eau aussi aux bébés. Eh bien, nous, on s'affronte à ces forces puissantes. Et on ne laissera pas non plus faire Total Énergie. Et je veux le dire ici, quand on a une entreprise qui développe des stratégies d'investissement qui portent atteinte à la capacité de l'humanité à habiter sur cette planète, eh bien, en fait, on doit être démis de ses fonctions, tout simplement. Et pour ça, il faut que le système y change. Alors, Yannick Jadot, il mène sa commission d'enquête au Sénat pour essayer de faire en sorte que la loi, elle change. On a essayé de porter des textes au niveau européen, notamment le devoir de vigilance européen, qui parle un peu du climat, mais Macron est arrivé et il a dit vraiment sur le climat, on va mettre en place une responsabilité administrative avec des petites amendes, mais surtout pas de vraie responsabilité climatique. On a encore du travail. Et si on veut réorienter l'activité de ces grandes entreprises qu'on veut bien sauver, on veut juste qu'elles arrêtent de polluer, qu'elles arrêtent de se faire du profit sur le dos des gens et de la planète. Eh bien, on a besoin d'un fonds de souveraineté écologique européen. On a besoin de reprendre le contrôle. On a besoin de reprendre le contrôle sur Total, sur Eni, sur Repsol, sur Orlen, sur toutes ces firmes qui continuent à polluer la planète parce que nous, ce que nous voulons, c'est tout réorienter. C'est passer d'une économie qui détruit à une économie qui répare. Bravo! Alors voilà les quelques propositions que je vous formule ce soir. Vous le savez, Marine en a parlé. Des propositions, on en a beaucoup. On a un programme solide. J'ai salué l'équipe de campagne. J'ai vu Annelise qui est là derrière. On en a beaucoup. On va continuer à les porter. Nous, on ne les porte pas seulement dans les campagnes. En fait, quand on arrive au Parlement, quand on arrivera au Parlement le 9 juin, en fait le 10, parce que le 9 c'est un dimanche, mais quand on arrivera au Parlement européen le 10 juin, avec toutes ces nouvelles et ces nouveaux eurodéputés qui vont se mettre dans leur fauteuil, mais qui ne vont pas se mettre dans leur fauteuil pour y dormir, comme le fait Jordan Bardella, mais pour y travailler, pour s'y battre, eh bien, croyez-le, ces combats-là, on va les mener. On va les mener, on va aller chercher les victoires avec les dents, comme on sait si bien le faire, comme on sait le faire dans les villes, comme on sait le faire au Sénat avec Yannick et Antoinette, comme on sait le faire à l'Assemblée nationale, comme on le fait avec le Parti vert européen. Et pour ça, on a besoin d'aller chercher les voix, les unes après les autres, avec les dents, contre la grande régression sociale et écologique et démocratique, contre ce pacte brun. Eh bien, on va aller chercher ce pacte vert, la poursuite, l'accélération de la bifurcation écologique dans la justice sociale, sans rien lâcher, sur les droits humains, sur les droits des femmes, sur le projet européen, sur la paix en Ukraine et à Gaza, ensemble. Mounir, Mounir, David, David, Antoinette, Antoinette.